Voilà, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette conférence virtuelle. Merci de la suivre. Alors moi, je suis Xavier Leroux, donc je suis professeur des écoles à Tourcoing et membre de l'association des Clionautes. Pour les personnes qui seraient connectées ici et qui ne connaissent pas la structure, c'est une association d'enseignants dans les domaines de l'histoire, la géographie, l'éducation morale et civique. Qui regroupe essentiellement des enseignants du second degré, collège, lycée, et quelques personnes du premier degré et du supérieur, mais de manière beaucoup plus rare. On a une action de production de contenu, de séances, de séquences qu'on mutualise. On est présent dans les différents grands rendez-vous sur les festivals d'histoire, de géographie, etc. Et on a une branche qui s'appelle donc la Cliothèque, qui s'occupe de faire de la veille scientifique, c'est-à-dire de la lecture d'ouvrages qu'on reçoit dans les temps, et même en avance un petit peu par rapport à la sortie dans le commerce par les éditeurs. On partage tout ça avec nos adhérents qui se font connaître pour recenser tel ou tel ouvrage. On met ça en ligne dans un délai tout à fait raisonnable, hein, pour que ce soit intéressant et pour l'auteur et pour l'éditeur. Et puis voilà. Et de temps en temps, quand il y a un petit coup de cœur ou un gros coup de cœur, on essaie de prolonger ça avec une conférence virtuelle, comme on va le faire ce soir. Donc c'est un format qui marche bien, qui permet d'aller plus loin que le simple écrit et qu'on structure avec une présentation de l'auteur et un temps de questions, de débat par la suite. Donc voilà, alors moi j'ai lu ça il y a voilà, 26 mars, hein, je vois la date ici, c'est la date de la conférence aujourd'hui. Moi j'ai mis ma recension en ligne le 26 mars. Et puis là, on est donc sur un ouvrage de la collection Que sais-je, hein, qui est très très connu, très compact, voilà, qui permet de faire un focus comme ça sur un sujet bien ciblé. Et pour avoir beaucoup lu, et je ne suis pas le seul bien évidemment, sur les questions de climat, de réchauffement climatique, l'Anthropocène, on a très très peu de paragraphes ou même de parties comme ça consacrées, de chapitres à cette question de la géo-ingénierie. On a voilà, une connaissance des causes, on connaît les causes, voilà, on connaît les conséquences, enfin, on les cerne, on a euh, une identification de la solution qui consiste voilà, à émettre le moins possible de gaz à effet de serre, mais les autres interventions humaines, techniques, technologiques ne sont pas évoquées. Donc voilà, c'est pour ça qu'on reçoit donc Xavier Land, donc, qui est professeur associé à la Stockholm School of Economics à Riga, qui est également professeur invité à Sciences Po Lille. Donc, au départ, si je, voilà, plutôt docteur en philosophie, même si là, c'est une affiliation à une structure, une école, voilà, plutôt d'économie. Et donc, on voulait, voilà, l'accueillir pour présenter l'ouvrage avec, voilà, un plan qui va reprendre globalement les parties de l'ouvrage, hein, à quelques variantes près, et surtout un apport illustratif, puisque l'ouvrage est tout à fait clair dans son propos, mais c'est vrai que les que sages, dans leur format très, très poche, très, très compact, n'autorisent que quelques tableaux et pas beaucoup pas de couleurs, hein, etc. Donc, c'était l'occasion d'aller plus loin là-dessus, puisque c'est un sujet dont on pourra s'emparer dans nos enseignements et pour lequel il faudra voilà, traduire, vulgariser et amener des choses aussi visuelles que possible. Voilà, je vous cède la parole pour le démarrage, peut-être? Oui. Oui, merci beaucoup Xavier. Merci pour cette gentille, premièrement, cette aimable invitation et cette présentation. Donc oui, mon nom est Xavier Land. Je ne vais pas revenir sur les affiliations. Euh, je voulais dire faire deux, trois précisions avant de commencer. La première, c'est que bien entendu, merci beaucoup à la Cliotech pour l'invitation. Ça fait toujours plaisir de voir que quand on écrit quelque chose, c'est lu et ça génère de l'intérêt et de la discussion. Et la deuxième chose que je veux ajouter, c'est que je ne suis pas scientifique du climat, comme vous l'avez indiqué, Xavier. J'ai une éducation en économie, en sciences politiques et en philosophie.
Mais ce qui m'intéresse, moi, au travers des questions de géo-ingénierie, c'est les dimensions politiques et éthiques, en fait, morales, de la géo-ingénierie. Ce qui ne m'empêche pas de passer énormément de temps, quasiment tout mon temps libre, qui est dédié à la recherche, à lire les rapports, les articles scientifiques sur la géo-ingénierie. Mais je ne suis pas un scientifique du climat, ou je ne suis pas un ingénieur du climat. Je fais cette précision parce que, premièrement, il y a des choses qui peuvent parfois m'échapper. Et deuxièmement, je pense que pour ce débat, je reviendrai très certainement à la fin, mais il va être important dans le futur de revenir ou de donner la parole aux experts, aux scientifiques, aux experts de la géo-ingénierie. Pour l'instant, c'est peu le cas dans le champ francophone, mais espérons que ça change. Et la troisième chose que je voulais préciser, c'est j'avais prévu beaucoup de contenu, beaucoup de slides, en bon professeur d'université, deux fois le matériel qui était nécessaire. Ce qui va se passer, c'est que je vais omettre des slides, vous ne le verrez pas, mais avec la gentillesse de Xavier, ce qu'on va faire, c'est qu'aux participants, on leur transmettra le PDF de la présentation, et là, vous aurez l'ensemble du contenu, histoire de creuser un peu plus loin. Donc, quelques mots d'abord. Donc, j'ai publié cet ouvrage sur la géo-ingénierie, donc le que sais-je. Et en fait, il fait suite à un autre ouvrage un peu plus conséquent, de 250 pages, beaucoup plus épais, que j'ai publié la même année, l'année dernière, sur le même sujet, mais en anglais. Et donc, l'ouvrage en anglais, ce que j'ai essayé de faire, donc pas le que sais-je, celui qui était avant, Engineering and Governing the Climate, ce que j'avais essayé de faire, c'est de reprendre, de réactualiser un livre publié en 2013 par Clive Hamilton. Clive Hamilton est un philosophe australien, c'est un ancien député vert, il me semble, en tout cas un homme politique écologiste. Et il avait publié le premier aperçu substantiel des différentes technologies de géo-ingénierie il y a de ça une douzaine d'années. Le livre avait été traduit en français, je vous recommande chaudement, même si le livre est un peu vieux maintenant, d'aller le lire. Il a été publié aux éditions du Seuil. Et donc, ce que j'essaie de faire avec ce livre, Engineering and Governing the Climate, c'est de remettre à jour les présentations des différentes technologies de manipulation du climat, euh, ce qu'avait présenté Clive Hamilton. Et à la suite de ça, j'ai travaillé sur un autre livre qui est le Que sais-je, qui n'est pas réellement une version condensée de ce livre-là, mais une version qui se veut accessible à un grand public. C'est-à-dire la question, et vous l'avez noté Xavier, essentielle, c'est que on commence à avoir des technologies de manipulation du climat qui sont mises en œuvre, notamment dans le champ de l'extraction du CO2. On devrait avoir un débat parce qu'il y a d'autres technologies qui sont en train d'être recherchées, comme l'injection d'aérosols dans la stratosphère. En France, le débat est à tonnes. On a deux, trois, quatre figures qui interviennent de temps en temps, mais il n'est pas à la hauteur en fait, des défis qui nous attendent en termes de politique du climat. Et il faut aussi que les populations comprennent un peu mieux les enjeux derrière, notamment les enjeux politiques, les enjeux de gouvernance, les enjeux de justice. Donc, c'est un peu ce qu'essaye de faire mon que sais-je. Donc là, vous avez le plan. Si vous ne l'avez pas lu encore, rapidement, ce qui se passe, c'est qu'il y a une introduction, j'essaie de replacer dans le cadre de l'Anthropocène, cette question de manipulation du climat. J'ai un chapitre premier qui est plutôt d'ordre conceptuel, comment on définit la géo-ingénierie ou les ingénieries du climat. Personnellement, je préfère le terme d'ingénierie du climat, mais pour le que sais-je et pour cet entretien aujourd'hui, j'ai retenu plutôt la terminologie de géo-ingénierie parce que c'est celle qui est la plus usitée, hein, que ce soit dans le monde francophone ou anglophone. Après, j'ai un chapitre sur l'extraction du dioxyde de carbone avec les différentes technologies. J'essaie de présenter un tableau plus ou moins complet mais succinct et leur insertion dans les politiques du climat. Je fais la même chose dans le chapitre 3 pour la gestion du rayonnement solaire. J'ai un chapitre 4 qui est sur les craintes, les risques et incertitudes qui fondent très souvent des critiques légitimes à l'égard de ces technologies. Donc j'y reviens dans le chapitre 4. Et dans le chapitre 5, j'ouvre un peu sur des questions de justice et de gouvernance, de justice redistributive, procédurale, comment on implique les citoyens dans la prise de décision, les populations affectées. La justice intergénérationnelle,
parce que nous allons voir que les technologies de géo-ingénierie ont des conséquences, vont avoir des conséquences dans le futur euh, pour les générations à venir, et des questions de gouvernance. Xavier, est-ce que vous voulez que je revienne rapidement sur qu'est-ce que la géo-ingénierie? Si, expliquer, pardon, quand même la définition par rapport à... pardon, j'étais un peu perdu. Sur la différence entre géoingénierie et puis ingénierie du climat pour voilà, expliquer ce qu'il en est sur... Alors, les deux sont, on peut considérer qu'ils sont équivalents. Personnellement, je préfère ingénierie du climat. Pourquoi? Parce que je pense que le préfixe géo, donc vient de Gaïa de la Terre, peut induire en erreur. Est très large. Et si on prend au sens littéral, géo-ingénierie, c'est l'ingénierie de la Terre, en fait. Et faites l'essai de chez vous, là, si vous êtes logué, allez sur Google et tapez geoengineering en anglais. Et vous allez voir que les premiers résultats, vous allez avoir des cours sur le terraforming, des autres planètes, etc. Donc, il y a une confusion au niveau du conceptuel, qui est portée par ce thème de géo-ingénierie. Je vais le garder aujourd'hui. Personnellement, je préfère l'ingénierie du climat. Je donne les raisons pour lesquelles je préfère ça dans le que sais-je dans l'autre ouvrage, mais je ne vais pas m'étendre. Euh, Par contre, peut-être que je peux dire quelques mots sur la définition de la géo-ingénierie. Bien sûr, oui. Oui. Alors donc, la définition que vous avez là à l'écran, c'est une définition qui est considérée maintenant comme canonique, que ce soit en langue anglaise ou en langue française, qui a été donnée dans un rapport de la Société royale de Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, un rapport de 2009. Et en fait, la définition de la géo-ingénierie, ils disent que c'est la manipulation délibérée à grande échelle de l'environnement planétaire destiné à contrecarrer le changement climatique d'origine anthropique. Cette définition est canonique parce que dans 80-90% des écrits, vous allez la retrouver, que ce soit des articles ou des livres. Et il y a trois, en général, on identifie trois caractéristiques dans cette définition. Le caractère délibéré de la manipulation. Donc ça, ce rapport est issu de consultations avec des scientifiques, ceux dont le travail était le plus en pointe à la fin des années 2000. Et l'ajout de la mention délibérée, c'est pour faire une distinction entre le changement climatique volontaire, qui est la géo-ingénierie, et le changement climatique accidentel, qui est l'anthropocène. La deuxième caractéristique, ce serait des manipulations délibérées à grande échelle de l'environnement planétaire. Alors, là commencent les problèmes, c'est-à-dire quand on parle de grande échelle, est-ce qu'on parle d'échelle régionale, d'échelle planétaire? La formulation suggère que c'est d'échelle planétaire. J'ai un problème avec cette deuxième caractéristique parce que, comme on va le voir, vous avez des interventions de géo-ingénierie, par exemple l'éclaircissement des surfaces urbaines, les trottoirs, les toits, qui sont d'application et d'impact local. Donc, elles ne correspondent pas à cette définition, mais malgré tout, on a fortes raisons d'intégrer ce type d'intervention dans la géo-ingénierie. En tout cas, la Société royale a intégré les interventions de surface dans la géo-ingénierie. Bref, et la troisième caractéristique, c'est que cette manipulation est destinée à contrecarrer le changement climatique d'origine anthropique. C'est une condition qui est liée au but. La raison pour laquelle elle figure dans la définition, c'est qu'on a eu dans le passé des tentatives plus ou moins réussies de modification du climat ou de la météo à des fins, par exemple, militaires, comme au Vietnam, avec l'opération Popeye au début des années 70, où l'US Air Force, donc les forces armées, les forces aériennes américaines, ont ensemencé les nuages pour provoquer des orages et pour couper les lignes d'approvisionnement du Viet Cong qui passaient par le Cambodge et le Laos. Donc, afin de distinguer les scientifiques travaillant dans le domaine de la géo-ingénierie, afin de distinguer la géo-ingénierie à usage civil d'autres usages de la géo-ingénierie, et surtout la géo-ingénierie à destination d'une politique du climat, ont décidé d'ajouter ça. Et ça, c'est ma définition que vous pouvez trouver dans le livre. Il y a quelques changements. Je considère que la géo-ingénierie rassemble les interventions humaines dans le système climatique qui vise à altérer le forçage radiatif. Donc, forçage radiatif, si on veut simplifier, c'est la somme d'énergie, si vous voulez. Donc, la somme d'énergie qui est le résultat du rayonnement solaire et des gaz à effet de serre. Donc, la géo-ingénierie rassemble les interventions humaines dans le système climatique qui visent à altérer le forçage radiatif local
au global afin de ralentir, stopper ou inverser le changement climatique et ou des événements néfastes qui en découlent, comme l'augmentation de la fréquence des, des cyclones, ou les sécheresses, ou l'augmentation des les vagues de chaleur, les canicules, etc. Donc, avant de vous relaisser la parole, Xavier, vous avez un tableau général que je laisserai. À nouveau, vous pouvez consulter le PDF. Là, vous voyez un éventail sur une diapositive de l'ensemble des technologies de géo-ingénierie. Donc, c'est très important de garder en tête le fait qu'il n'y a pas une géo-ingénierie, il y en a plusieurs. Il y en a une dizaine, une quinzaine. Et vous avez deux types d'interventions. La troisième, qui est en bleu, que vous voyez là, n'est pas réellement de la géo-ingénierie. Ce sont des mesures qui visent à préserver la cryosphère, donc à préserver la banquise ou quoi que ce soit. Donc on la laisse de côté. Mais là, en vert, vous avez ce que j'appelle l'extraction du CO2. Donc ce sont toutes ces techniques qui visent à retirer le CO2 de l'atmosphère, soit le capter au point d'émission. On va revenir là-dessus un peu plus. Et en général, elles le font en stimulant des puits de carbone naturel, comme les océans, les sols, la biomasse. Et vous avez en rouge les techniques d'intervention de gestion du rayonnement solaire qui visent à augmenter l'albédo, donc la réflectivité de la Terre ou de ses parties. Voilà, et donc on va commencer après avec Voilà. l'extraction du CO2. Exactement. Oui, bah donc moi, c'est vrai que les parties de l'ouvrage sont équilibrées entre elles, mais celle qui arrive sur l'extraction du dioxyde de carbone, c'est celle qui, moi, m'a fait couler le plus d'encre parce que c'est vrai qu'il y a, on a bon, l'image de la forêt qui est comme quelque chose de très courant, populaire et peut-être vu comme mature, mais les autres sont quand même beaucoup moins évidentes pour le grand public. Donc c'est pour ça qu'une voilà, une présentation un peu peut-être pas dans un niveau de détail extrême, mais en tout cas un aperçu des différentes techniques d'extraction du CO2 pourrait nous éclairer maintenant. Ok, ok, bah, tout à fait. Mais on va voir dans les slides qui arrivent, c'est vrai que le rôle, le statut des interventions forestières est particulièrement proéminent. Alors donc, un petit rappel, l'extraction du dioxyde de carbone, c'est quoi? J'appelle ça EDC euh, dans mon livre. C'est aussi ce qu'on appelle CDR en anglais, Carbon Dioxide Removal. Ça consiste à capter le CO2 dans l'atmosphère, donc diminuer les concentrations de CO2 atmosphériques, ou à son point d'émission. C'est-à-dire en installant des filtres, on va y revenir sur les centrales électriques et les usines pour filtrer les gaz de combustion et retenir le CO2. Et qu'est-ce qu'on fait de ce CO2 une fois qu'on l'a capturé? On va le stocker soit dans la biomasse, alors les arbres, le charbon, le plancton pour des interventions marines, soit dans les sols de surface, soit dans les cavités géologiques profondes ou les abysses océaniques. Donc là, c'est en anglais, c'est une des rares diapositives qui est originellement en anglais que je n'ai pas traduit en français, mais ça vous donne un peu un aperçu. Et à nouveau, ce que vous voyez, c'est que ces techniques d'extraction ou d'élimination du CO2, qu'est-ce qu'elles font? Elles ont deux types de mécanismes. Vous avez les technologies qui accélèrent ou stimulent des processus naturels, comme l'érosion des roches. Là, c'est ce que j'appelle la météorisation accélérée, enhanced weathering, ou comme la fertilisation des océans avec du fer. Donc là, ce que vous faites, ce sont des processus qui arrivent dans la nature. Par exemple, les roches se désagrègent, et en se désagrégeant avec des processus chimiques, physico-chimiques, elles capturent du CO2. Ce que la technologie de l'extraction du CO2 propose, c'est d'accélérer les processus. Par exemple, en broyant les roches et en les étendant soit sur des champs, soit sur terre, soit en mer. C'est les additions alcalines, ce qu'on voit là. OK? Donc, pardon, vous avez des processus qui sont naturels. Par exemple, le CO2 est aussi capté au travers de la photosynthèse par les végétaux, les arbres. Donc, ce sont des solutions dites naturelles ou qui visent en fait à stimuler des processus existants. Et vous avez des solutions qui sont plus artificielles, qui sont basées sur des processus principalement de nature relevant de l'ingénierie. Et c'est ce qu'on voit sur la droite, on va y venir. Donc, Xavier, quand vous êtes intéressé par ça, et très certainement beaucoup le sont, c'était un peu mon cas quand j'avais fait la proposition du livre en anglais en 2019. Il y avait un article qui venait d'être publié qui disait que si on replantait, si on utilisait tous les espaces libres et ouverts à la foresterie et on les replantait, on pourrait éliminer la plupart des émissions de CO2.
Et c'était un article par Bastin et des co-auteurs. Depuis, il y a eu une rétractation partielle. Et en fait, ce que nous dit la science, c'est que la foresterie, replanter des arbres, donc reforestation, replanter des arbres là où il y avait une forêt dans les 50 ans qui ont précédé, afforestation, des interventions qui visent à replanter la forêt là où il n'y en avait pas sur les 50 dernières années, ou une meilleure gestion de la forêt ou une réduction de la déforestation ne pourrait pas compenser pour les émissions annuelles. Donc, qu'est-ce que la littérature nous dit? Donc, j'ai compilé un peu des différentes sources. Elle nous dit en fait que le potentiel de capture pour la foresterie de CO2 dans les zones tropicales, c'est important parce que les zones tropicales sont les zones de croissance les plus rapides pour les arbres et elles sont plus intéressantes pour la capture du carbone que les zones boréales. Parce que les zones boréales, les arbres croissent plus lentement, donc ils ont une capacité de capture qui est beaucoup plus faible en fait. Donc, si on regarde dans les zones tropicales, différents auteurs ont fait identifié un potentiel, un pic en 2050 à 3,6 gigatonnes de CO2 annuels, puis un déclin progressif à partir de l'année 2050, ou de la moitié du siècle, jusqu'à la fin du siècle. La raison, c'est que si on replante massivement des arbres, au début, vous allez avoir une capture qui est plutôt bonne du CO2, parce que vous avez des forêts jeunes en croissance. Vos forêts vont atteindre une certaine maturité et après votre bilan carbone devient balancé, devient neutre. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des arbres qui meurent ou des vieux arbres qui capturent moins de CO2. Donc ça, c'est une limite. Pour remettre les choses en contexte, au pic, ça ne pourra capturer de manière réaliste que si on replante dans les zones tropicales que 3,6 gigatonnes, alors que les émissions il y a 2 ans étaient entre 37 et 38 gigatonnes. On arrive difficilement à 10% des émissions. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il est possible aussi de réduire les émissions de 10% supplémentaires en arrêtant la déforestation. Et ça, c'est notre sujet. Alors ça, c'est des coûts de capture et séquestration. Ça va de 0 à 223 euros par tonne de CO2 capturé. Et la surface requise pour atteindre ces effets serait de 500 millions d'hectares. À titre de comparaison, l'Inde, c'est 328 millions d'hectares, donc c'est une fois et demie la surface de l'Inde qui devrait être plantée pour atteindre une capture maximale de 3,6 gigatonnes par an. Donc, les technologies dont on parle le moins et que vous mentionnez dans votre remarque, Xavier, ce sont Mhm. des techniques qui relèvent de l'ingénierie pure. Je vais passer sur tout ce qui est fertilisation des océans, le biochar, etc. Voulant en savoir plus, il y a le que sais-je. Alors, il y a trois technologies dans ces solutions qui sont purement des solutions d'ingénierie. La première, des fois, n'est pas classifiée comme technologie de géo-ingénierie ou comme technologie d'extraction du CO2 parce qu'elle ne retire pas le CO2 de l'atmosphère. Elle prévient son émission. Quelle est la technologie? C'est que vous avez un séparateur qui est accolé à une usine ou à une usine électrique ou à une usine fabriquant du ciment. Et donc, en fait, ce séparateur opère une filtration dans les gaz de combustion du CO2. Le CO2 est capturé, il est injecté dans des poches profondes. C'est une technologie qui est grosso modo bien maîtrisée. Pourquoi? Parce qu'elle a été utilisée par l'industrie pétrolière, notamment pour aller vider, maximiser l'exploitation de poches de pétrole où le pétrole était difficilement accessible, donc il réinjecte, par exemple, je pense que c'est le cas en Norvège, il réinjecte le CO2 dans les couches géologiques pour pousser le pétrole à l'extérieur. Mais cette intervention n'est pas de la géo-ingénierie parce que le CO2 est relâché. Dans le cas de la capture et séquestration du carbone, ce qu'on fait, c'est qu'on capture le CO2 et on l'injecte dans des réservoirs géologiques. La justification principale pour cette intervention, là, c'est la suivante, c'est de dire qu'on a un tissu industriel et tissu énergétique qui est ce qu'il est, et qu'on va avoir du mal, dans les 10-20 prochaines années, à le décarboniser totalement. Pour vous donner une idée, la durée de vie d'une centrale charbon, c'est en moyenne 45-46 ans. Donc, d'exploitation. Donc, au lieu de créer une nouvelle centrale thermique ou une centrale électrique qui fonctionnerait aux énergies vertes, une solution serait d'adjoindre ces filtres sur les usines existantes afin de neutraliser, si vous voulez, votre secteur énergétique ou le secteur du ciment.
La deuxième intervention qui relève de l'ingénierie quasiment pure, dans le cadre de l'extraction du CO2, c'est la bioénergie avec capture et séquestration du carbone. Et en fait, ce qu'elle fait, ce qu'elle offre, c'est de coupler ce que je vous ai décrit, c'est-à-dire ce filtre, avec une centrale biomasse. Donc vous avez une centrale biomasse qui brûle, ça peut être soit des résidus de l'industrie forestière, soit des cultures qu'on appelle énergétiques, donc des plantes qui ont été, si vous voulez, cultivées précisément pour ce but, pour servir de feedstock, les Anglais disent, dans les centrales thermiques, soit des déchets organiques. Donc vous brûlez ces résidus forestiers ou ces plantes, et comme précédemment, vous capturez le CO2 dans les gaz de combustion et vous l'injectez. L'avantage de ce type d'intervention, c'est que ça permet de neutraliser le secteur énergétique. C'est d'avoir un secteur énergétique qui fonctionne quand même avec du fossile, donc avec des plantes, mais qui n'a aucune émission ou des émissions très modérées. Jusqu'à récemment, on va appeler ça BECS, si vous voulez, ou BECSC, était l'intervention d'extraction du CO2 par excellence. Pour les modèles utilisés par le GIEC, par exemple, ou par les gouvernements, les modèles d'évaluation intégrée, les scénarios climatiques qui nous permettent de respecter l'accord de Paris et les rapports scientifiques. Ça l'est de moins en moins. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'il y a des limites physiques à ça. C'est-à-dire qu'on devrait, si on veut respecter les accords de Paris, d'ici 2050, il faudrait construire 16 000 de ces centrales dans le monde. Et jusqu'à présent, en tout cas en 2023, il y en avait 6 en activité et 56 en développement, selon les Nations Unies. Donc on est très loin du compte. Et si vous voulez avoir des BECS, un réseau de BECS très étendu, il faut que vous cultiviez parce que les résidus de l'industrie forestière ne suffiront pas. Il faut cultiver des plantes énergétiques. Donc, c'est des surfaces que vous prenez pour d'autres usages, surtout dans les zones tropicales, qui sont les plus propices. Et dans des zones où, en fait, les populations, les agriculteurs sont en général des populations vulnérables. Donc, vous allez leur enlever l'accès aux terres, risque d'avoir des problèmes de contamination des eaux avec les produits phytosanitaires, les engrais, etc., etc. Dernière technologie dans cette catégorie, c'est la capture directe dans l'air avec séquestration. Là, vous n'avez plus d'installation industrielle, vous n'avez que le capteur, vous avez que ces filtres. En général, ils ont la forme de fans, de turbines, de petites turbines. Et le but, c'est de capturer le CO2 directement dans l'air. Mais le problème avec cette intervention, c'est que le dioxyde de carbone est beaucoup moins concentré dans l'air ambiant que ce qu'il est dans les gaz de combustion des usines. Donc vous avez besoin de beaucoup plus d'énergie, c'est beaucoup plus énergivore que le fonctionnement de BECS ou de ces filtres sur les usines à ciment, sur les centrales thermiques. Et donc, si votre réseau, le bouquet énergétique n'est pas décarbonisé, donc si dans vos réseaux électriques, vous utilisez encore des énergies fossiles, vous avez un bilan qui pourrait être négatif en fait. Puisque pour faire tourner ces centrales, vous avez besoin d'une source d'énergie parce que vous ne pouvez pas faire de la prédation sur, par exemple, une centrale biomasse, comme dans le cas des BECS. Cette intervention, c'était la plus hypothétique, l'une des plus hypothétiques quand j'ai commencé à travailler sur le sujet. Pour vous donner une idée, quand j'ai commencé en 2019-2020, le coût par tonne en dollars américains, c'était 1000. Ça montait, c'était le coût le plus élevé, c'était le coût plafond. Le coût plafond est descendu à 300 dollars US depuis 2019, donc en l'espace de 6-7 ans, si on fait confiance aux évaluations, on a divisé par 3 le coût maximum de capture. Donc vous avez deux installations qui sont à l'heure actuelle en activité pour la capture directe de l'atmosphère. C'est Orca et Mammoth. Les deux sont en Islande et les deux sont exploités par une compagnie suisse qui s'appelle Climeworks. Et les deux ont des capacités assez modestes de capture. Donc, Orca, comme vous pouvez le voir, c'est 4000 tonnes de CO2 par an. Donc, pour vous donner une idée, une voiture qu'on relâche à peu près 4 tonnes et demie de CO2 par an. Donc, quelque part, vous compensez pour 1 millier de véhicules, un peu moins d'1 millier de véhicules avec Orca. Mammoth est un peu plus ambitieuse, c'est entre 36 000 et 40 000 tonnes de CO2 capturées par an.
Pas plus grand, mais ça reste très modeste. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais une des choses dont je suis le plus content, en fait, fier que sais-je, c'est ce tableau-là, parce que j'ai compilé un certain nombre de sources pour donner dans un tableau une vision d'ensemble sur le potentiel de capture des technologies principales, le coût par tonne et la durée potentielle de séquestration. Alors, j'ai été aidé par certains travaux, notamment un rapport sur l'état de l'extraction du dioxyde de carbone publié en 2023-2024 par l'Université d'Oxford, mais il a fallu que je complète ces datas avec d'autres données, etc. Donc, si vous voulez voir, là, vous avez un échantillon total. Il y a quelque chose de très important à garder en tête. Euh, alors, vous voyez là, là, il devrait y avoir une traduction. Voilà. Quelque chose qu'il faut avoir en tête, et c'est lié à ce que je vous disais au tout début. Quand on a lancé cette conversation, on a parlé, Xavier et moi, du fait que c'était très peu débattu, ce sujet. Et le fait que ce ne soit pas débattu et que ces technologies de géo-ingénierie, surtout en ce qui concerne l'extraction du CO2, commencent à être intégrées dans les politiques du climat, en fait, c'est pas elles commencent, elles ont commencé à être intégrées en 2007, en fait, dans les rapports du GIEC. Ça fait une bonne quinzaine d'années qu'elles sont en arrière-fond des politiques du climat, mais sans que ce soit fait de manière claire et ouverte. C'est fait de manière non transparente. Et ça peut avoir des conséquences. Par exemple, si je vous présente ça, très souvent, vous allez avoir un schéma de cette manière. Donc, c'est un schéma euh, de stratégie comment atteindre la neutralité carbone à la moitié du 21e siècle. OK? Donc là, ce n'est pas l'Union européenne, parce que l'Union européenne a un objectif de neutralité carbone en 2050, mais c'est une source américaine. Donc la neutralité carbone est atteinte quand vous avez regardé la ligne noire, en fait, les émissions nettes, quand elles croisent, en fait, le plancher des émissions globales de CO2. À ce point-là de contact, vous atteignez la neutralité carbone. En général, ce qui va se passer, c'est que dans beaucoup de sources, on ne va vous présenter pas ces surfaces colorées, mais simplement la ligne noire. Seulement, la ligne noire, ce sont les émissions nettes. C'est-à-dire, ce sont les émissions brutes auxquelles on enlève la capture de CO2. Donc, les émissions brutes, c'est toute la partie qui est en orange-rouge, qui est au-dessus de cette ligne zéro. Et vous avez la capture, qui est cette partie, les émissions négatives réalisées, qui est en saumon, qui est en dessous. C'est-à-dire, beaucoup de gens se disent qu'on va atteindre la neutralité carbone en Europe en 2050 ou plus tard 2060 pour la Chine et les États-Unis. On n'émettra plus de CO2. C'est le présupposé, c'est comme ça que beaucoup de gens le comprennent. Mais en fait, c'est faux, ce n'est pas le cas. Quand on va atteindre la neutralité carbone, ça veut dire qu'on atteindra une situation où il faut espérer que l'extraction du CO2, la quantité de CO2 qui est capturée, qui est stockée, notamment du point de vue géologique, mais pas seulement, sera supérieure, sera au moins égale à la quantité de CO2 émis. Et donc, vous voyez que ce point est ici. Alors, donc, ça continue. Alors vous pourrez dire une fois que ça a été neutralisé, pourquoi on continue? Parce qu'il y a aussi un autre point d'importance à prendre en considération et qui explique pourquoi on risque de ne pas pouvoir éviter de déployer, d'un point de vue massif, des technologies d'extraction du CO2, c'est que le changement climatique n'est pas qu'une question de flux, c'est une question de stock. C'est-à-dire, je vais vous montrer d'autres graphes, mais nous pourrions arrêter toute émission demain, les températures continueraient à augmenter et à se situer au-dessus de ce qu'elles étaient avant l'industrialisation pendant des décennies, voire des siècles. Pourquoi? Parce que une grande partie du CO2 qui est émis reste pendant plusieurs centaines d'années dans l'atmosphère. Et les processus naturels, les puits de carbone naturel ne sont pas assez rapides, efficaces pour retirer tout ce qu'on a déjà émis. Donc, c'est l'une des raisons pour laquelle vous rentrez dans toutes les stratégies du climat. Il y a toujours, après cette neutralité carbone, on continue de déployer de la capture du carbone. Pourquoi? Parce qu'on veut rentrer dans une phase qu'on appelle d'émissions négatives nettes. C'est-à-dire qu'on veut commencer à retirer le carbone qui a été émis précédemment, le CO2 qui a été émis précédemment. Et un dernier point là-dessus, plus on attend pour décarboniser nos économies, donc pour se séparer des énergies fossiles, plus cette période va être longue, cette période d'extraction active du CO2 de l'atmosphère.
Un exemple, Microsoft. Donc, Microsoft, si vous voyez les détails, si vous ne voyez pas les détails, en général, ils vont vous dire, oh, on est neutre d'un point de vue de carbone en 2030, c'est vrai, mais neutralité, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que Microsoft a arrêté ses émissions. Ça veut dire qu'ils ont un volume de capture qui compense leurs émissions. Donc, ça soulève plein de questions. Qui contrôle ça? Est-ce que ce sont des tiers parties indépendants des entreprises? Comment ils contrôlent la capture? Comment ils contrôlent que la quantité de CO2 reste euh, enfermée dans les coûts géologiques? Ça soulève des questions qu'on appelle de surveillance, déclaration et vérification. On a besoin de standards et l'Union européenne est en train d'en développer depuis un an et demi. Dernière diapo pour vous montrer l'étendue de l'importance des technologies d'extraction du dioxyde de carbone. Donc, c'est une source qui vient de ce rapport, c'est le rapport, un des deux rapports que je mentionnais de l'Université d'Oxford. Et là, vous voyez les scénarios qu'elle a utilisés dans la database du sixième rapport d'évaluation du GIEC, qui a été rédigé entre 2021 et 2023. Ce que vous voyez, il y avait 50-40 scénarios qui respectaient cette limite des accords de Paris, de 1,5 ou 2 degrés de réchauffement en comparaison des températures pré-industrielles. Sur ces 540 scénarios, 530 incluaient de l'extraction du CO2 naturel, donc là, principalement les interventions forestières, et vous avez le détail des autres interventions et leur présence dans les scénarios. Dans les nouveaux scénarios qui ont été intégrés depuis 2023, aucun ne contient pas d'extraction du CO2. Ils contiennent tous de l'extraction du CO2. Alors, on pourrait revenir là-dessus, mais il y a eu des pressions depuis une quinzaine d'années sur les scientifiques et ceux qui rédigent les rapports, notamment du GIEC, de la part des hommes politiques pour présenter un point de vue optimiste vis-à-vis du changement climatique. Les hommes politiques, les gouvernements ont voulu donner le sentiment qu'on pouvait atteindre la neutralité carbone, etc. Oui, mais avec une grande condition qui est la mise en place à échelle des technologies d'extraction du CO2. Merci. Alors oui, de manière complémentaire, en fait, il y a un chapitre aussi sur la gestion du rayonnement solaire, donc qui est moins, qui part dans moins de directions parce qu'il y a moins de pistes en fait. Mais là, on a besoin de traiter ça quand même puisque c'est, bon, vous définissez ça comme une technologie d'attente en fait, puisqu'on traite on traite pas la cause, on traite le symptôme, mais on peut pas faire l'économie de cette question. Donc là aussi, on a aspect quand même sur la coloration en blanc, en couleur claire des murs, des sols, etc. Mhm. Donc, qui est vu comme plutôt quelque chose de soft et de positif. Mais il n'y a pas uniquement ça. Donc là aussi, ce serait intéressant d'avoir un éclaircissement, un détail sur ces techniques. Tout à fait. C'est très important de. Alors, c'est la deuxième principale famille d'intervention de geoengineering. Et pour être honnête, donc c'est un type d'intervention qui est un peu différent de la première, c'est-à-dire que, comme vous l'indiquiez, elle ne s'attaque pas à la source du changement climatique. Elle ne s'attaque pas aux émissions en concentration de CO2 et en passant, il n'y a pas que le CO2 comme gaz à effet de serre, il y a aussi le méthane, il y a ce que les Anglais appellent le nitrous oxide, je sais plus le terme français m'échappe. Mais donc, la gestion du rayonnement solaire ne s'attaque pas à l'origine du problème. Ce qu'elle s'emploie à faire, ça c'est la définition qui vient du livre, c'est de réduire, bloquer ou renverser l'accroissement du forçage en restreignant l'énergie solaire entrante. Pourquoi? Parce que le changement climatique, c'est le résultat de deux variables. C'est le résultat de votre concentration de gaz à effet de serre, mais il faut une énergie entrante en fait. Il faut que vos gaz à effet de serre ils sont très bons à capturer l'énergie, mais l'énergie, il faut qu'elle vienne de quelque part. Et l'énergie vient du soleil. Donc la gestion du rayonnement solaire, c'est une technologie qui vise à bloquer les flux entrants d'énergie, ou une partie des flux entrants d'énergie. Donc il y avait ce chiffre qui tournait en disant qu'il suffirait juste de réduire le rayonnement solaire qui touche la Terre de 2 ou 3% pour compenser l'ensemble du réchauffement climatique depuis le début de la période industrielle. 2-3%. C'est ce sur quoi on tablerait. Enfin bref, dans la pratique, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie on accentue, on améliore ce qu'on appelle l'albédo, c'est-à-dire la réflectivité de surface, comme bâtiments urbains, les récoltes, les stratocumulus, quoi, les nuages, et la stratosphère, ou la stratosphère. Donc là, vous avez, désolé encore en anglais, mais vous avez une vue que je trouve assez bien, et vous aurez d'autres diapos dans la version qui va circuler, les PDF,
qui seront en français, qui vont vous permettre de creuser le sujet. Notamment des ressources qui viennent de SRM 360, qui est une association qui n'est à but non lucratif, qui vise à propager l'information sur la géo-ingénierie solaire. Mais là, c'est le meilleur graphe que j'ai trouvé en français, en anglais, pardon, qui montre quelque chose d'important. C'est un tiramisu, en fait, les interventions de géo-ingénierie solaire. Ça fonctionne par couche. Vous avez la couche du sol, ce dont vous mentionnez, c'est l'éclaircissement des surfaces urbaines, par exemple, pour diminuer ce que vous êtes en train de subir en France, qui sont les canicules, et notamment en milieu urbain, une partie de ces vagues de chaleur est due à l'effet d'îlot de chaleur urbain. C'est-à-dire le fait que vos matériaux sombres comme le béton, les toits ou les murs dans la ville, en fait, euh, captent et retiennent plus d'énergie que les surfaces claires. Donc ça, c'est des interventions de surface. Vous pouvez aussi essayer, il y a des projets pour éclaircir les récoltes. Vous avez le deuxième niveau qui est au niveau de la troposphère, c'est-à-dire cette couche qui se situe, vous voyez, entre le sol et la barre que vous voyez là, qui est la tropopause. La tropopause, en soit dit en passant, c'est en général là où les avions de ligne circulent. Et donc, vous avez deux interventions. Une qui est l'éclaircissement, c'est la deuxième ici, des nuages marins. C'est une intervention qui fait l'objet d'études. Il y a même un projet pilote en Australie alors, ça consiste en quoi? Vous injectez des gouttelettes d'eau dans l'air et vous essayez de nourrir, en fait, d'épaissir, d'augmenter l'épaisseur optique des nuages pour les rendre clairs et pour refléter une partie du rayonnement qui rentre solaire. Donc, vous avez un projet pilote, par exemple, en Australie pour la Grande Barrière de Corail. Donc, pour ralentir le blanchiment des coraux, vous avez des bateaux qui circulent ou des plateformes et qui injectent ces particules, ces gouttelettes d'eau de mer. Il y a une autre intervention troposphérique que je ne vais pas détailler, qui est l'amincissement des cirrus, mais elle joue sur un autre effet que le rayonnement solaire entrant, c'est l'émission de radiation à ondes longues depuis la Terre, parce que la Terre émet des radiations, et ces nuages ont la particularité de capturer plus d'énergie que l'équivalent énergie de ce qui renvoie en termes de rayonnement solaire. Donc ça, il y a un intérêt à amincir ces nuages pour laisser un peu plus de chaleur, si vous voulez, quitter l'atmosphère. Mais c'est l'une des technologies qui est la plus hypothétique. Une autre qui est très hypothétique, mais qui pourrait ne plus l'être avec le développement du New Space, donc SpaceX, Virgin, etc., qui est le déploiement de miroirs ou de voiles en orbite. Alors, ça peut être géostationnaire, ça peut être lagrangien à différentes altitudes, et qui réfléchirait une partie du rayonnement. On n'en est pas encore là parce que ça nécessiterait d'envoyer des fusées en nombre incalculable. Il serait possible, certains imaginent la possibilité d'exploiter la Lune pour extraire des matériaux pour construire ces miroirs, pour éviter en fait toute la pollution qui est liée au lancement de fusées. Avant 2050, c'est impossible, c'est irréaliste. Après 2050, il faudra voir l'état de l'industrie spatiale. Maintenant, ce dont vous allez entendre parler de plus en plus, qui est le principal objet de recherche en géo-ingénierie solaire, c'est ce qu'on appelle l'injection d'aérosols dans la stratosphère. Euh, donc c'est cette partie-là qui est la troisième partie. Donc, d'où ça vient? Alors, il y a eu un précurseur, c'était Benjamin Franklin, quand il était à Paris à la fin du XVIIIe siècle, dans les années 1784 ou 85. Il avait observé qu'il y avait une année sans été, il faisait froid, etc. Les récoltes mouraient sur pied, etc. Et en fait, il a lié ça à l'éruption d'un volcan islandais qui est le Laki. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand vous avez une éruption volcanique? Vous avez ces éjectats, donc ce que vous voyez avec l'éruption du Pinatubo ici, vous avez ces nuages de poussière et de roches. Une partie infime atteint la stratosphère, donc la partie qui est au-delà de 10 km en moyenne. Une autre partie reste dans la troposphère, et en fait, ça conduit, ces particules reflètent, sont très petites, et elles reflètent une partie du rayonnement solaire. On sait que l'éruption du Pinatubo, on évalue qu'il y a eu un refroidissement de l'ordre d'un demi-degré pendant 1 ou 2 années du fait de l'éruption. Des scientifiques ont observé ça, et vous voyez Paul Crutzen, qui est maintenant décédé, l'ancien prix Nobel de physique, qui disait la chose suivante dans un article en 2006, il disait, écoutez, si on continue comme ça,
à ne pas mitiguer assez, donc mitigation, ça veut dire couper les émissions de CO2, on va en être réduit, en fait, à considérer des options complètement délirantes, qui sont des options, par exemple, de masquage, d'amélioration de l'albédo. Notamment, il mentionnait la possibilité d'injecter des aérosols dans la stratosphère. Lui est en faveur de la recherche pour se préparer à l'éventualité, tout en disant que, et c'est ce que disent la plupart des scientifiques, avec qui je discute, que je lis, etc., 95%, ils vous disent l'option 1, c'est de couper de manière dramatique les gaz à effet de serre. Si, le problème, c'est que si on n'en est pas capable, il va falloir développer, il va falloir peut-être ou peut-être pas, mais va se poser la question de mettre en œuvre des technologies de remplacement, ok, ou de compensation. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Paul Crutzen disait sur l'image, et ça a été appelé après par Ken Caldera, qui est un autre climatologiste, l'option Pinatubo. C'est-à-dire ce qu'on fait, c'est qu'on prend, on charge des vecteurs avec des particules, en général ça va être des sulfates, des sulfites, des fines particules de la poudre et qu'on va répandre des aérosols dans la stratosphère une fois qu'on a passé la barrière des 10 km. Et l'avantage, c'est que si vous injectez dans la stratosphère, ces particules restent entre 1 ou 2 ans, voire plus si vous injectez haut dans la stratosphère. Stratosphère en bas, dizaines de kilomètres, ça reste 1 ou 2 ans. Si vous êtes à 20-25 km d'altitude, ces particules pourront rester plus longtemps. Les premières évaluations du coût économique qu'on a sont plutôt positives dans le sens où c'est de l'ordre de quelques, peut-être maximum dizaines de milliards d'euros par an pour du déploiement, pour un masquage partiel du réchauffement climatique. Et les technologies ne sont pas hors de portée, c'est faisable. Par exemple, il y a eu un rapport des Nations Unies il y a 1 ou 2 ans du programme pour l'environnement qui disait d'ici 10 à 15 ans, on va avoir un acteur, privé ou public, qui va être capable de déployer tout seul. Il n'aura pas besoin de la coopération d'autres États. Alors là, c'est important de voir. Ne paniquez pas. Si vous n'avez pas ce qui est mon cas, pas de background en sciences, ce que je veux vous montrer, c'est la stratosphère. Vous avez une représentation de la stratosphère par latitude sur la gauche, et vous avez un plan de cette latitude pour vous rendre compte. La stratosphère, c'est ces lignes. Elle commence après la tropopause, et vous avez 3 points de départ en fonction de l'évaluation du temps, etc. Ce que vous voyez, c'est que la stratosphère ne commence pas à la même altitude en fonction de la latitude. C'est-à-dire, plus vous allez vers les pôles, plus la stratosphère est basse. Pourquoi c'est important? Pour la chose suivante, c'est pour comprendre que là, vous avez des lignes avec des gros traits, des gros tirets, des lignes avec des petits pointillés. Les petits pointillés, ça, c'est le plafond, ce qu'on appelle le coffin corner pour les avions, les jets privés, qui sont petits. Ils peuvent voler jusqu'à à peu près maximum 15 km. Les avions de ligne, en général, volent entre 10 et 11 km, mais ils ont un coffin corner qui est à 13 km. En général, ce qui est traditionnellement, quand vous ouvrez, il n'y a pas eu d'expérience grandeur nature d'injection d'aérosols dans la stratosphère, à part quelques grammes, quelques kilos qui ont été lâchés par une start-up américaine, Make Sunset, l'année dernière, si je ne me trompe pas. Ça a fait débat, controverse, mais il n'y a pas eu d'expérience euh, à grande échelle. Donc, en fait, les données qu'on a là, ce sont des données de simulation d'ordinateur. Donc, en fait, si on regarde ces données de simulation, il serait possible d'utiliser bien entendu modifier des aéronefs qui servent, des Boeing 737 par exemple, 747, qui servent pour les vols de ligne, à avoir un cargo dessous et les faire voler au-dessus des pôles. Ce serait possible pour libérer les aérosols. C'est faisable. Ça prendrait juste un petit peu de temps pour certifier ces avions, mais il y a eu des enquêtes, une qui a été réalisée par un économiste d'Harvard, Wade Smith, qui demandait à Bombardier, Boeing et Airbus si c'était faisable. Aucun constructeur aéronautique a considéré qu'il y avait un défi insurmontable ici. Donc, ce qui explique que vous avez, traditionnellement, il y a eu cette idée d'injecter des aérosols si ça devait se faire au niveau des tropiques. Maintenant, les discussions s'embarquent plus à une injection au niveau des pôles. Pourquoi? Parce qu'au niveau des pôles, ça vous permet d'injecter directement sur la cryosphère que vous voulez protéger, la mer glacée arctique, le Groenland ou l'Antarctique, pour préserver la glace.
en sachant que les modèles montrent qu'il y a une déperdition d'aérosols qui vont s'échapper des zones polaires qui est approximativement de 30%. Donc 70% restera au niveau d'injection, d'après les modèles. Donc, tout ça pour vous montrer que la technologie est accessible, elle coûte pas très cher, elle serait relativement efficace. Et ça prendrait quelques mois, en fait, pour avoir un effet sur les températures, comme dans le cas de l'éruption du Pinatubo. En fait. Un autre graphique pour lequel je m'excuse, mais il y avait, j'ai eu le mandat de Xavier de présenter, puisque apparemment beaucoup de gens qui sont là ce soir ou qui vont regarder la vidéo sont des géographes, donc ils sont intéressés par la géographie. Donc j'ai essayé de vous trouver en fait une illustration d'un fait. Il y a de fortes probabilités, on est quasiment certain que en fait, on est certain que toute intervention d'injection d'aérosols dans la stratosphère conduira à des effets disparates. C'est-à-dire, vous allez voir des régions qui vont se refroidir, d'autres qui vont se refroidir plus, d'autres qui risquent peut-être de se réchauffer. Les effets ne seront pas uniformes. Si vous voulez compenser pour 1 degré, imaginons que vous ayez un gouvernement ou une coalition de gouvernements qui disent on va réduire avec cette intervention d'1 degré les températures globales. Vous allez réduire d'1 degré, mais vous ne réduirez pas partout d'1 degré. Il va y avoir des réductions de 0,2 à un endroit, 1,5 à un autre, et vous allez avoir des zones qui vont se réchauffer légèrement. Et surtout, vous n'aurez pas les mêmes climats régionaux que vous aviez à l'époque dans le passé où il y avait 1 degré de moins. Donc, en fait, ce sont des nouveaux climats. Bref, ça, c'est dans le rapport que je vous ai mentionné du Programme pour l'environnement des Nations Unies, un rapport 2023, qui disait que d'ici 10 à 15 ans, on allait avoir quelqu'un qui aurait un acteur qui serait en situation de déployer. Là, ce que vous avez, en fait, c'est un graphique qui a l'air très compliqué, mais qui l'est pas. Vous avez un scénario, désolé, un scénario où, à gauche, vous avez un doublement de la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Donc, on passe de 410 à 820. On a eu plus dans le passé, donc ce n'est pas totalement irréaliste, surtout si on continue à ne pas euh, réduire les émissions. Et de l'autre côté, vous avez le même scénario, donc doublement des concentrations de CO2 dans l'atmosphère, mais avec injection d'aérosol dans la stratosphère. Alors, vous avez colonne de gauche sans, colonne de droite avec géo-ingénierie. Dans la colonne de gauche, ce que vous avez, la première ligne, c'est le changement de température par rapport à votre situation euh, actuelle. Donc, vous avez un doublement du CO2 atmosphérique sans intervention de la géo-ingénierie conduirait, vous voyez par exemple les zones polaires, à des accroissements de température qui iraient jusqu'à plus de 8 degrés, notamment dans les régions polaires. Ce qui est réellement un problème, pourquoi? Parce que ce sont les régions qu'on veut le plus préserver pour maintenir la stabilité du climat. Ok. Donc vous voyez une répartition. Quand vous comparez avec le même scénario, la seule chose qui change, c'est une injection d'aérosol dans la stratosphère. Vous voyez en fait qu'il y a un refroidissement au niveau équatorial, et vous avez léger, et vous avez un léger un réchauffement qui se situe dans les zones boréales et australes, dans les latitudes élevées ou très basses. OK? Quelque chose, je ne vais pas insister, mais gardez aussi en tête que la géo-ingénierie solaire de type injection d'aérosols dans la stratosphère, aussi la pose de miroirs spatiaux a un peu ce type d'effet, va changer les précipitations. Pourquoi? Parce que quand vous avez des températures plus élevées, ce qui est le cas ici, c'est la deuxième ligne, c'est la précipitation. Température plus élevée vous dit vous avez beaucoup plus d'échanges, un cycle hydrologique qui est accéléré en fait. Ce que vous voyez aussi avec l'évapotranspiration. Ici. Injecter, utiliser la géo-ingénierie va rendre le monde plus sec, va réduire, ralentir le cycle hydrologique. Donc, après, je passe sur le reste. Vous voyez l'effet général parce que la dernière ligne, c'est la différence entre les précipitations et l'évapotranspiration. Donc, ce qui se passe en fait, c'est que, regardez en tête, vous avez des effets qui sont disparates sur la Terre. Vous avez des zones qui sont beaucoup sensiblement refroidies, d'autres moins. Et vous avez surtout des changements au niveau des précipitations. Vous voyez là au deuxième, et au niveau en fait, le niveau de moisture des sols et des plantes, le niveau d'humidité. Donc il y a un certain nombre d'effets, ce ne sont pas les seuls effets, il va y avoir des impacts au niveau des courants océaniques également.
Mais on a du mal à comprendre, à totalement modéliser ça. Il y a tout un débat et qui justifie d'impliquer des chercheurs du Sud global dans les recherches en géo-ingénierie solaire. Parce qu'un des reproches principaux qui est fait par le Sud global ou les chercheurs, aux chercheurs dans le Nord global, principalement en Europe, aux États-Unis et au Japon, c'est de dire, écoutez, vous avez une fixation sur ce type de technologie sur deux variables qui sont la température et les précipitations. Mais il y a d'autres variables qui sont importantes pour des populations d'Afrique. Par exemple, dans le golfe de Guinée, c'est sur les océans, les courants océaniques. Parce que vous avez des populations, par exemple, qui s'appuient sur la pêche de manière vivrière. Donc, de manière générale, l'exercice qui m'a été demandé par Xavier n'est pas évident. Pourquoi? Parce que le type d'impact dépend du modèle que vous avez et de au moins cinq variables. Il y a cinq facteurs principaux qui vont en fait vous dessiner la carte de ces impacts disparates. C'est l'altitude d'injection, parce que plus haut vous injectez, plus longtemps vos aérosols vont rester plus efficaces, ils vont être. La latitude d'injection, parce que ça va déterminer, si vous injectez au-dessus des pôles, une grande partie des aérosols risque d'être bloqués au-dessus des pôles, mais si vous injectez au niveau des tropiques, avec les phénomènes de circulation, vous allez avoir ces aérosols qui vont se répandre. La temporalité, on est en train d'avoir des modèles qui nous montrent que vous pouvez réduire certains effets négatifs, effets disparates négatifs, si vous n'injectez pas toute l'année. Si vous injectez par exemple au-dessus, dans les zones polaires ou considérées comme polaires, lors du printemps et de l'été, au moment où le soleil est le plus fort et vous devez protéger votre cryosphère, et vous n'injectez pas pendant l'automne et l'hiver. Et là, vous avez des effets qui sont moins, au niveau global, qui sont moins disproportionnés ou inégaux. La quantité, le type d'aérosol va avoir un impact, et ainsi que le climat de départ. Le climat de départ où vous partez, les concentrations de CO2 vont avoir un impact en fait sur votre situation d'arrivée, quel que soit le scénario que vous prenez. OK. Donc, un autre mandat qui m'a été donné par Xavier était de vous parler un peu plus des chocs d'interruption. Donc, un choc d'interruption, des fois, en fait, en anglais, c'est termination shock. Des fois, c'est traduit par choc terminal en français. Je trouve que la définition prête à confusion et tend vers le sensationnalisme. Mais bon, enfin bref. Je préfère personnellement choc d'interruption, parce que termination en anglais, c'est le fait d'arrêter quelque chose. You terminate a contract of an employee, donc vous arrêtez le contrat d'un employé, vous le licenciez. Il n'y a pas cette dimension de phase terminale, par exemple, d'une maladie. Vous voyez? Je trouve que le choc d'interruption est assez horrible comme ça pour pas avoir besoin d'en rajouter en fait une couche derrière. Alors, qu'est-ce qu'un choc d'interruption? Un choc d'interruption, ça désigne les conséquences d'une halte soudaine ou d'un échec d'un système de géo-ingénierie, principalement solaire. On pourra avoir des chocs d'interruption dans d'autres technologies, mais je ne vais pas y revenir dessus. Et c'est principalement solaire. Ça concerne principalement le blanchiment des nuages marins, les interventions, les amincissements de cirrus, les miroirs spatiaux, les voiles spatiales, et principalement, surtout, dans notre cas, ce qui nous intéresse, à l'injection d'aérosols dans la stratosphère. Pour les approches de gestion du rayonnement solaire, l'échec pourrait mener à un réchauffement relativement rapide, auquel il serait plus difficile de s'adapter qu'au changement climatique qui aurait eu lieu en l'absence de géo-ingénierie. Pour vous donner un point de comparaison, approximativement, tout au moins c'était le cas il y a peut-être 5-6 ans, le réchauffement dû au changement climatique de l'Anthropocène, c'est 0,2 degrés par décennie. Dans le cas d'un choc d'interruption, d'une interruption du déploiement du géogénérie solaire, ce taux pourrait être 20 fois supérieur. Donc ça pourrait monter jusqu'à 4 degrés par décennie. 4 degrés par décennie, c'est énorme. Parce que là, ce qu'il faut garder en tête, c'est que quand vos températures augmentent, c'est pas simplement que les populations humaines qui doivent s'adapter. Vous avez un certain nombre d'écosystèmes qui ne pourront pas, des espèces, notamment les espèces végétales. Donc vous allez avoir des destructions, des morts massives de forêts, en fait, des forêts qui vont dépérir, parce que, contrairement à ce qu'on croit, les arbres migrent, lentement, mais ils migrent. Euh, une décennie, c'est, quoi qu'il en soit, insuffisant pour quoi que ce soit pour n'importe quelle forêt pour s'adapter. J'ai une représentation, ne vous enfuyez pas, ne fermez pas votre Zoom. J'ai une représentation qui vient d'un article
de Trizos et ses co-auteurs de 2018, qui, eux, c'est une des premières publications qui essaie d'évaluer l'impact d'un choc d'interruption sur les écosystèmes et sur la biodiversité. Mais ils ont cette représentation que je trouve très, très intéressante. Donc, vous avez quatre cadrans. Vous avez la situation des températures et les précipitations sur Terre. Ce sont les deux cadrans de gauche. Et vous avez les deux cadrans de droite qui sont les températures océaniques et les précipitations au-dessus des océans. Vous avez, c'est un scénario, donc c'est prospectif, surtout à l'époque où l'article a été publié en 2018. Donc, vous avez un scénario qui imagine un déploiement de la géo-ingénierie en 2020 avec une interruption brutale en 2070. Donc, 2070, c'est ici, vous voyez. Et, désolé, on revient. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez donc là un scénario qui est un scénario ce qu'on appelle de milieu de route, mid-road, qui est le RCP 4.5 qui n'est pas le scénario sur lequel on est à l'heure actuelle. On est un peu plus élevé, on est plus proche, à mon avis, du RCP 6. Mais tout au moins, ça donne un point de comparaison. Donc là, vous avez l'évolution des températures sur Terre et sur mer et des précipitations en rouge s'il n'y avait pas de géo-ingénierie. Donc on laisse le changement climatique suivre son cours. Il y a quelques mesures de mitigation, mais pas suffisantes. Donc là, on voit une augmentation significative des températures sur la plupart du siècle. En bleu, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la géo-ingénierie, c'est-à-dire elle est déployée en 2020, elle est déployée sur 10 ans, elle met 10 ans à atteindre son niveau de croisière. Et après, si on imagine que ce sont des aérosols injectés dans la stratosphère, vous êtes obligé, une fois que vous êtes à capacité, de renouveler vos aérosols tous les 1 an et demi, 2 ans. Ok. Donc c'est un peu un déploiement continu. Ce qui se passe, c'est que, à noter, la géo-ingénierie ici n'est pas utilisée pour annuler le réchauffement. Elle est faite pour amoindrir le réchauffement. Il y a toujours réchauffement, mais il est moindre. Et donc là, ce qui se passe, c'est que pour des raisons X ou Y, vous avez un choc d'interruption qui commence en 2070. Vous avez une interruption de l'intervention. Et qu'est-ce que vous observez? Les modèles vous montrent ça. Ils vous montrent que vous avez les températures qui s'accroissent, plus sur Terre que dans les mers. Donc en l'espace d'une décennie, entre 2070 et 2080, vous avez une augmentation d'1,5 degré, ce qui est énorme. Vous avez une augmentation qui est un peu plus faible, qui est de l'ordre de 0,5 degrés. Ah non, c'est pas 1,5 degré, excusez-moi, c'est 0,7 degrés sur Terre, et vous avez une augmentation de 0,5 degrés sur mer. Mais en une décennie, c'est énorme. C'est 2 fois la vitesse du changement climatique, au minimum entre 2 et 3 fois la vitesse du changement climatique de fond. Et donc, vous avez aussi un effet qui est notable du choc d'interruption, en fait, sur les précipitations, que ce soit sur Terre ou dans les océans. Là, vous voyez, il y a une augmentation marquée des précipitations, puisque les températures remontent. Vous avez le cycle hydrologique qui est stimulé principalement au-dessus des océans. Donc, ce qu'on appelle choc d'interruption, c'est ça. Ces données vous montrent l'impact physique du choc d'interruption. Il y a tout un travail qui est mené depuis à peu près 5-10 ans pour essayer d'évaluer les impacts sociaux et politiques. Parce que, bien entendu, les communautés humaines ne vivent pas complètement isolées. C'est bien le problème avec le changement climatique de l'environnement. Si vous avez des températures qui augmentent aussi vite, il est fort probable que vous allez avoir un certain nombre d'institutions, d'États qui vont être mis sous pression. euh, avec flambée de violence potentielle, problème d'accès à l'eau, etc., 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 etc. Donc ça, c'est pour le choc d'interruption. Je vous redonne la parole, Xavier. Oui, bah alors c'est très complet. On a l'aperçu des deux grandes directions de l'action sur le CO2 et l'action sur le rayonnement solaire. On voit quelques risques et notamment choc d'interruption. On voit les tentatives de tester qui sont, voilà, enfin des simulations qui ne peuvent pas être faites in situ, on va dire, hein, voilà. On a quelques exemples de variabilité territoriale avec voilà les incertitudes qu'il y a derrière. Bon, enfin, ça fait un énorme menu. Et alors, est-ce que finalement, voilà, enfin, ça vaut le coup de s'engager là-dedans, quoi, finalement. C'est ça la question, hein, est-ce qu'il y a quand même, il y a beaucoup d'incertitudes.
Voilà, quelle motivation, enfin, quelle raison pour continuer à enfin, essayer de manipuler le climat, ou alors est-ce qu'il vaut mieux finalement se passer de ça et voilà, donc les raisons à manipuler le climat. Ouais, vous avez coupé votre micro apparemment, hein. Ouais, le micro, là. Je suis de Euh, retour. Donc, je ouais, devais voilà. reprendre. De manière générale, merci Xavier. Euh, En fait, là, alors je vais vous présenter après une diapositive qui vous montre comment telle technologie pourrait être employée. Quel est l'état des discussions parmi les scientifiques à l'heure actuelle. Mais avant de vous montrer ça, juste pour répondre à votre question, dans l'absolu, on ne voudrait pas avoir à rechercher ce type de technologie. Euh, et là, il faut faire une distinction entre, même si c'est difficile, entre la recherche et le déploiement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chercheurs qui vous disent il faut, même si on considère que c'est horrible, il n'y a pas un chercheur qui considère que c'est pas horrible, le déploiement de la géoingénierie solaire, que c'est une solution de. C'est même pas une solution en fait, c'est un outil en dernier instant, de dernier recours. Il y a quand même des raisons diverses de se lancer dans un programme de recherche. Alors après, quand on parle de programme de recherche, on peut parler de plusieurs choses. On peut parler programme de recherche sur des ordinateurs. On peut parler de programmes de recherche en laboratoire. On peut parler de programmes de recherche en extérieur, limités, par exemple sur les vecteurs de diffusion, par exemple des drones ou des trucs comme ça, ou sur le comportement des aérosols dans la stratosphère. Il y avait un projet similaire, Scopex, qui a été interrompu, annulé l'année dernière, du fait de l'opposition des Samis en Suède. Et ce projet n'était pas très ambitieux, c'était vraiment disperser quelques aérosols pour voir comment ils se comportent enfin, dans la stratosphère et faire passer, c'était un genre de boîte avec des hélices, donc le vecteur, et le refaire passer dans le nuage pour voir un peu s'il y avait des données qu'on pouvait récupérer. Ça a été opposé, pourquoi? Parce que l'équipe de recherche n'a pas, et ça a été une erreur de leur part, inclus les populations potentiellement affectées, donc les populations suédoises, les Samis, qui vivent dans le nord de la Suède, en les informant et peut-être en écoutant ce qu'ils avaient à dire, voire en écoutant leurs récriminations et leurs oppositions. Maintenant, pour répondre à votre question, euh, j'ai commencé mes recherches sur la géo-ingénierie, j'étais totalement opposé. Maintenant, la question que je me pose et qui m'empêche de dormir, c'est la suivante. C'est dire, il se pourrait que du fait euh, du manque c'est pas du manque de courage, mais du fait du manque de mitigation, du fait de continuer à émettre des gaz à effet de serre, on se retrouve dans une situation où toute une série de catastrophes euh, vont se déchaîner, catastrophes qui vont impacter, on le sait, principalement des populations vulnérables. Populations vulnérables pas seulement dans le sud global, mais aussi dans le nord global, c'est-à-dire vulnérables dans le sens où plus exposées aux aléas climatiques, mais aussi qui ont moins de ressources pour l'adaptation. La question que je me pose est la suivante, je m'en pose plusieurs. La première, c'est de dire, OK, si on n'est pas dans une situation de first best, tout le monde considère qu'on aurait dû faire de la mitigation longtemps, il y a longtemps, pour ne pas se retrouver dans cette situation, mais est-ce qu'on ne serait pas dans une situation où pour limiter les souffrances des populations les plus exposées, on se retrouve dans l'obligation de déployer? Et la deuxième question qui suit, et qui m'empêche de dormir, c'est si on se retrouve dans cette situation que j'espère pas, est-ce qu'on aura des données scientifiques suffisantes pour le faire de la manière la moins dangereuse possible? Ou peut-être est-ce qu'on aura des données scientifiques qui nous diront on ne doit pas déployer, euh, on doit faire autre chose que de l'injection d'aérosols dans la stratosphère? Vous voyez? C'est la question que je me pose. J'ai pas de réponse à ça. Hein, j'ai pas de réponse. Euh, alors après, on va voir. Beaucoup de choses dépendent pour être honnête, des 10-15 prochaines années. C'est-à-dire euh, dans quelle mesure on va être obligé, on va être capable de décarboniser nos économies et notamment d'inclure dans le processus de décarbonisation les marchés émergents comme la Chine ou l'Inde. Comment on va être capable de leur vendre, de neutraliser leurs émissions en sachant on est quand même dans une situation privilégiée, l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Océanie, l'Australie, etc., la Nouvelle-Zélande, ou le Japon, où on a émis certains pays pendant 2 siècles, un siècle et demi.
On a bien utilisé notre budget carbone. Et là, on se retrouve dans une situation où premièrement, on dit aux populations du Sud, il faut que vous décarbonisez le plus rapidement possible. Et deuxièmement, si jamais vous êtes dans une situation qui est désespérée, il ne faut pas que vous déployiez de techniques de géo-ingénierie solaire. J'ai un problème avec cet argument, pour être honnête. J'ai réellement un problème avec cet argument. Je ne sais pas où ça mène, et je vous dis, ça m'empêche de manière littérale de dormir. Maintenant, pour vous donner une idée du niveau de discussion, comment ces technologies sont incluses ou sont discutées par les scientifiques, donc ça vient de SRM 360. Ils ont une partie du site qui est en français, si vous voulez aller voir. Pas tout est traduit, alors c'est principalement en anglais. C'est donc une association à but non lucratif qui s'occupe de diffuser l'information sur la géo-ingénierie solaire. Basée sur les recherches, vous avez les meilleurs chercheurs sur la géo-ingénierie solaire qui contribuent. Alors ça, c'est sorti il y a 2 semaines, il me semble, ou 3 semaines. Donc, traduction en français, je vous l'offre. Vous avez une situation qui est telle qu'elle. Et en fait, la plupart des chercheurs n'incluent la géo-ingénierie que dans des politiques dites hybrides. Qu'est-ce qu'on appelle politique hybride ou portfolio? Ce sont des politiques qui sont principalement axées vers la mitigation, qui contiennent de l'adaptation, mais aussi à degrés divers des techniques d'extraction du CO2 et de gestion du rayonnement solaire. Voilà. Comment ils articulent ça? Quelle est la logique, le discours derrière ça? Vous avez un scénario hypothétique, vous avez une courbe de température qui est rouge là. Cette courbe de température vous représente les températures, l'augmentation des températures, et vous avez une ligne temporelle qui s'étend sur 4 siècles. Donc vous avez une augmentation des températures. C'est un scénario, ce qu'on appelle, ça ressemble à un scénario business as usual, le scénario sans modification, un peu improbable, mais d'augmentation, quoique improbable à 4 degrés en 2200, je pense que c'est pas totalement improbable, on y sera très certainement avant. Donc vous avez une augmentation des températures. La première solution, et ce qui devrait être l'objectif et la priorité de tous les gouvernements, c'est une réduction des émissions, c'est la mitigation. Du fait de l'inertie climatique que j'ai décrit précédemment, la réduction des émissions ne va vous placer que sur une ligne qui ressemblera à la ligne violette. C'est-à-dire que vous allez réduire vos émissions, mais vous avez toujours le problème de stock que je décrivais. C'est-à-dire que vous avez toujours cette concentration de CO2, résultat, héritage de 2 siècles, un peu plus de 2 siècles d'émissions industrielles. OK. Et donc, vous allez avoir des températures qui vont descendre, mais très très lentement. C'est-à-dire que là, dans le cas d'espèce, dans le scénario, et c'est qu'un scénario pour comprendre en fait l'intérêt de diverses technologies, dans ce scénario, vous restez, du fait de l'inertie qui est démontré avec plusieurs travaux, de nombreux travaux en climatologie, vous avez une réduction très lente, donc vous allez rester à, dans ce cas-là, 2,5 degrés d'augmentation par rapport aux températures préindustrielles. Donc vous êtes 0,5 au-dessus de la limite ultime de l'accord de Paris, et vous êtes 1 degré au-dessus de ce qui est le consensus pour dire que c'est une limite euh, sûre en termes de réchauffement climatique et de 1,5. Pourquoi? Parce qu'après 1,5, on a un certain nombre de preuves que la réponse climatique au forçage va être disproportionnellement non linéaire. C'est-à-dire que vous allez déclencher un certain nombre de catastrophes qui seront non proportionnées à l'accroissement marginal de vos concentrations de CO2. Donc, vous êtes dans une situation où, si vous ne réduisez, vous faites que de la mitigation et un petit peu d'adaptation on the side, vous avez des températures qui vont continuer à rester pendant plusieurs siècles trop élevées. Donc, c'est là où l'extraction du CO2 intervient, c'est qu'elle vous permet de réduire, d'accroître la pente de votre courbe, c'est-à-dire de forcer vos températures vers le bas. Et la dernière intervention, et c'est pour ça qu'on dit souvent, mais c'est de manière impropre, que la géo-ingénierie solaire serait une intervention à la dernière chance ou une intervention dans l'urgence. Et là, c'est pas totalement dans l'urgence, c'est-à-dire que le réfléchissement du rayonnement solaire vous permet de compenser ce dépassement du budget carbone et du dépassement du budget en température, le temps que vos températures se réduisent du fait de l'extraction active du CO2. Donc,
Alors, si vous me posez la question, est-ce que je signe pour ce scénario? Je ne signe pas pour ce scénario, parce que c'est un déploiement d'aérosols dans la stratosphère qui se déploie sur 250 ans. Alors, il y a un certain nombre de raisons qui ont été, par exemple, vous avez la philosophe Catriona Mackinnon qui l'a mentionné, qui disait, dans ce scénario ne prend pas en compte la conflictualité entre les nations. Ne prend pas en compte le fait que les relations internationales sont beaucoup moins coopératives que ce qu'on imagine. Donc, il peut y avoir un nombre d'imprévus et de conflits qui vont remettre en cause les installations d'injection d'aérosols dans la stratosphère et qui pourraient provoquer, dans cette période de 250 ans, un choc d'interruption ou plusieurs chocs d'interruption. Donc, c'est un des arguments que McKinnon, par exemple, et d'autres invoquent en disant, nous n'avons pas les ressources institutionnelles, nous n'avons pas les outils pour nous assurer que si on commence à déployer, on serait capable de maintenir ce type de déploiement. OK. Puis aussi, un truc à remarquer, c'est que ce ne serait pas un déploiement d'aérosols en continu en termes de quantité, puisque ça va monter jusqu'à peu après 2100. Mais après, vous allez progressivement avoir moins de déploiement parce que vous avez moins de réchauffement à masquer, en fait. Donc, ce n'est pas une intervention linéaire. OK. Mais bon, voilà. Ouais. Alors voilà, est-ce qu'on signe ou pas? Finalement, ouais, la question, c'est aussi de voir comment le grand public, au sens large, perçoit toutes ces technologies. Alors, dans l'ouvrage, bon, on voit que globalement, hein, dans tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, la plupart des choses sont perçues de manière assez négative, assez inquiétante, hein. Il y a bon, la forêt qui a plutôt une image positive et l'éclaircissement des surfaces qui semble aussi accessible. Le reste est quand même vu de manière assez sombre. Et puis, il y a aussi hein, la question de manière plus générale de la réduction du sentiment d'urgence par le fait de se dire bah, peut-être justement on a toutes ces technologies, donc elles vont nous sauver, ou au contraire, ben, ça nous inquiète, toute cette manipulation de la nature qui n'est pas de notre sort, ben, c'est peut-être l'occasion de se lancer clairement dans la baisse des émissions. Donc, est-ce que finalement, c'est peut-être pas un mal pour un bien voilà. Et après, il y a aussi toutes ces craintes de capture de ces technologies par différentes sphères, que ce soit des sphères privées, des sphères technocratiques, des sphères militaires. Est-ce qu'il y a là, des sécurités, des garanties à évoquer pour pas que ça tombe dans des mains mal intentionnées, on pourrait dire. Donc voilà, les perceptions, enfin en tout cas le chapitre sur ces perceptions évoquait ces différents points sur lesquels on peut continuer. Ouais. Alors, c'est un sujet très vaste. Je vais d'abord répondre strictement à votre question, Xavier. Euh, alors, il y a des risques de capture. Il y a des risques de capture de la part du secteur privé. Ça peut être sous la forme de lobbying, ça peut être sous la forme aussi de ce qu'on appelle la capture par brevet. Vous brevetez énormément de ces technologies pour pouvoir vous les accaparer. Donc, accaparer d'une manière privée, mais ça peut être un État qui va s'accaparer des technologies. Un usage militaire est plus compliqué. Un usage militaire, alors, au début du débat où, quand ces technologies ont commencé à être discutées, il y a une quinzaine, vingtaine d'années, il y avait disant oui, il y a le risque, en se rappelant de l'opération Popeye au Vietnam, qu'un pays utilise une technique de géo-ingénierie pour infliger des dommages à la population d'un autre pays, d'un adversaire, d'un antagoniste stratégique. On sait que ça va être c'est difficile à imaginer parce que, prenons l'exemple de l'injection d'aérosols dans la stratosphère, les aérosols vont partout, vous ne pouvez pas vraiment contrôler, il n'y a pas d'effet contrôlable de ce point de vue-là. Mais malgré tout, il y a des phénomènes d'accaparement très clairs. Il y a aussi un autre problème que vous avez soulevé, c'est ce qu'on appelle un phénomène de compensation du risque. C'est-à-dire qu'on se pose la question, et pour l'instant, on n'a pas assez d'études en sociologie, en études comportementales ou en sciences cognitives pour répondre à cette question de manière nette et tranchée, mais on se pose la question de l'influence sur les comportements, l'adoption de comportements risqués, de la seule perspective d'une techno-solution. C'est-à-dire, dans l'esprit des gens, le fait qu'il y ait la possibilité, il y ait des technologies en développement qui puissent extraire le CO2, ou qu'en dernière instance, vous avez ces technologies de modification de l'albédo, donc de gestion du rayonnement solaire,
comment ça influence la prise de décision des individus et leur perception du risque. Alors, il y a deux camps plus ou moins. Il y a un camp qui vous dit ça influence dans le sens d'une perception réduite du risque. Et donc, une des conséquences pourrait être que les individus, les gouvernements, les populations et les gouvernements seraient moins enclins à mitiguer, c'est-à-dire à réduire leurs émissions. Parce qu'ils se diraient, on a des solutions toutes prêtes, clés en main, pourquoi avoir des coûts en point de croissance, accepter une croissance plus faible, etc. Mais on n'a pas de preuve que ça existe. Et de l'autre côté, il y a un point, il y a une possibilité qui est, qui est suggérée par certaines recherches, c'est de dire, en fait, il peut avoir l'effet inverse. C'est-à-dire d'informer les populations, surtout au niveau des populations, de l'existence de cette technologie, pourrait en fait les inciter à mitiguer beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'elles sont tellement incertaines, risquées, que les populations préféraient mettre ce qu'il faut dans l'abattement, dans la réduction des émissions de CO2, plutôt que de voir s'engager sur des décennies, voire potentiellement des siècles, en fait, de déploiement, soit techniques d'extraction du CO2, soit des techniques de gestion du rayonnement solaire. Maintenant, le problème, c'est que, alors je dis, on n'a pas de preuves définitives, ou tout au moins substantielles, sur la direction, s'il y a une compensation du risque ou pas. Et ça traduit un problème plus général. Ça traduit un problème qui est qu'on a très peu, on n'a pas assez d'enquêtes de perception publique. Bon, les premières qui ont été, parmi les premières qui ont été menées, c'était à l'époque de SPICE en Angleterre. SPICE, qui, si je me souviens bien, était mené en partie par l'université de Bristol, un projet de recherche sur l'injection d'aérosols dans la stratosphère et qui s'accompagnait de la consultation publique focus group, etc. Donc ça a été la première, de manière robuste, la première fois qu'on rassemblait en fait l'opinion, des perceptions publiques, ce que les gens comprennent et ce qu'ils acceptent, sont prêts à accepter par rapport à la géo-ingénierie. Mais depuis, donc c'est au début des années 2010, 2011, 2012, quoi, fin des années 2000, début des années 2010, et depuis, il n'y a pas eu, il y a eu des enquêtes régulières, mais il n'y en a pas eu des masses. Et surtout, il y en a très peu dans le sud global. Les principales études sont en Europe et en Amérique du Nord, voire en Océanie, et quelques-unes au Japon, parce que l'université de Tokyo est assez active. Donc, qu'est-ce qu'on voit à grands traits dans ces études? Quand vous demandez comment les gens perçoivent la géo-ingénierie, on va revenir sur le sujet, mais en général, ils ne savent pas. Très peu, une minorité ont conscience, ont des connaissances suffisantes des technologies, mais leur jugement est influencé et leur acceptation ou leur rejet est influencé par la naturalité perçue dans l'intervention. Plus une intervention est perçue comme étant naturelle, donc moins artificielle, plus elle est acceptée. Les risques pour la santé humaine et les écosystèmes sont aussi importants. Si c'est plus risqué, c'est moins accepté. C'est trivial. Et aussi le caractère contenu des expériences et du déploiement. Là, je vais m'expliquer. C'est que apparemment, les populations sont très sujettes et essayent de comprendre si l'expérience, le déploiement est contenu, s'il n'y a pas de risque de s'étendre ou de se disperser, en dehors, par exemple, du protocole de recherche. C'est pour ça, par exemple, que la capture directe de CO2 depuis l'air ambiant est mieux acceptée que l'injection d'aérosols dans la stratosphère. Ah, tendance. Pourquoi? Parce que la deuxième est moins contenue. Il y a possibilité que ça se répande un peu partout. Ok. Deuxièmement, c'est que les populations font une distinction nette entre la recherche et le déploiement. Elles sont plutôt en général plus favorables ou moins opposées à la recherche qu'au déploiement. Mais comme je vous disais, il y a un manque de connaissances, de familiarité avec la géo-ingénierie. Ça pose un problème pour les recherches. C'est-à-dire que vous avez une population qui est plus sujette à des biais, comme l'acquiescence. C'est-à-dire qu'ils vont avoir tendance si l'information leur est présentée d'une manière partisane ou biaisée, ils vont avoir tendance à acquiescer avec ceux qui leur présentent l'information, c'est-à-dire ceux qui mènent les enquêtes d'opinion. Et ce qu'on appelle, il y a des effets de cadrage, framing effect en anglais, c'est-à-dire que la manière dont l'information est présentée peut influencer dans un sens ou dans l'autre la perception et le jugement. Par exemple, il y a une étude qui a été montée et qui incluait la présentation des installations de capture euh, directe de CO2 depuis l'air ambiant, qui présentait ces installations comme étant des arbres artificiels. Et juste le fait de mentionner que ça pourrait être des arbres artificiels, une référence à la naturalité, les rend plus acceptables, en fait.
Donc vous avez un certain nombre d'effets qui peuvent venir, et on sait qu'en fait, influencer les opinions, et on sait que la première exposition à l'information risque de déterminer l'attitude des populations pour les années à venir. C'est-à-dire qu'il va être très difficile de défaire l'évaluation de personnes qui ont été exposées soit à des informations qui sont excessivement optimistes, sans fondement, ou inversement excessivement pessimistes, sans soutien scientifique. C'est-à-dire qu'on a la possibilité, avec ces effets de cadrage, il y a le risque, en fait, que des populations, si elles ne sont pas exposées d'une manière aussi neutre et objective que possible aux descriptions des technologies de géo-ingénierie qui vont répondre à ces enquêtes d'opinion, il est possible qu'elles en tirent de mauvaises conclusions, en fait, sur ces technologies. Donc il y a un peu une responsabilité du scientifique, des questions d'éthique de la recherche derrière. Comment on approche ces populations qui connaissent très peu ces technologies. Il y a vraiment une manière de les approcher qui doit être pensée. Donc, comme je vous disais, c'est des enquêtes peu nombreuses et centrées sur le nord global. Là, je vous donne, il y aura une ou deux autres diapos qui vont vous donner la perception du risque par rapport aux populations du Nord et du Sud. C'est la première enquête d'envergure, 30 000 personnes menées dans le Nord et dans le Sud. Et les résultats, sont publiés pas au compte-gouttes, mais au coup par coup. Et ils ont commencé à être publiés l'année dernière, en 2024. Et vous avez encore des articles qui sortent en 2025 sur le rôle des émotions, par exemple, qui sont tirés des mêmes données, en fait. Donc vous avez 30 000 personnes, à peu près 30 000 répondants, un peu plus, dans 30 pays, qui représentent le Nord et le Sud. Alors, il y aurait pas mal de choses à redire par rapport à la méthodologie, notamment en termes de représentativité. On voit que le Maghreb est absent. Le Moyen-Orient est quasiment absent, hormis la Turquie et l'Asie centrale est absente. L'Afrique, hormis trois pays, Kenya, Nigeria, Afrique du Sud, euh, ils sont absents également. Donc on a un problème de représentativité. L'Amérique centrale est absente. Bon, mais malgré tout, c'est un bon point de départ. Et ce point de départ soulève une question euh, qui est essentielle et qui est en fait une surprise. Parce qu'on s'attendait depuis des années, avant que ce type d'enquête, on avait des doutes, parce qu'il y a des enquêtes qui ont été menées par les Japonais, notamment l'université de Tokyo, qui montraient en fait que les populations du Sud tendaient à être moins opposées à la géo-ingénierie, notamment solaire, que les populations du Nord. Mais les études étaient limitées. Là, on a une étude plutôt substantielle qui montre de manière nette, qui tendrait à démontrer, après il faut rentrer à nouveau dans les détails de la méthodologie, il y aurait à nouveau de nombreuses choses à dire, mais que les populations du Sud sont en général soutiennent beaucoup plus les interventions de géo-ingénierie que les populations du Nord. Voilà. Donc, alors, après, ça joue, l'échelle est de 1 à 5. 1, c'est un rejet strict. 5, c'est un support total. Vous n'avez aucune technologie qui est à 5. Alors, celle qui s'approche le plus, c'est 4,30, 4,24, 4,45, 4,47. C'est toutes les interventions forestières, capture dans les sols au travers du fait de pas d'un labour peu intrusif, développer la biomasse marine et le carbone bleu. Donc, ce sont des interventions qui sont très peu intrusives et qui ont, comme je vous disais, cette aura de naturalité. Donc là, on a des niveaux de soutien qui sont assez élevés. Ceci dit, les niveaux de soutien sont modérés dans le sud, mais il y a une différence qui est marquée, significative, pour toutes les interventions, sauf les interventions forestières. C'est-à-dire que dans tous les cas, les populations du sud sembleraient soutenir ou s'opposer moins aux interventions de géo-ingénierie, que ce soit extraction du dioxyde de carbone ou géo-ingénierie solaire, que les populations du nord. Pourquoi? Alors, on peut trouver d'autres. Ça peut être, on pourrait avoir une lecture qui est très problématique, type post-colonialiste, en disant que les populations du Sud sont moins au fait que les populations du Nord par rapport au risque. Je trouve l'argument très problématique. Ça peut être plus probable, plausible, que les populations du Sud sont plus exposées dès, dès à présent au risque climatique, donc elles voient plus l'utilité. Troisième raison qui me semble aussi plausible, c'est qu'on les met dans une situation ou à quitte à prendre quelque chose en sachant que la mitigation, notamment dans le nord, est trop lente,
on a tous ces changements de cap des États-Unis. Alors, on rentre dans l'accord de Paris, on en sort. On ne fait pas de décarbonisation ambitieuse. Il y a une décarbonisation qui se passe, mais elle n'est pas suffisante. Et puis, la Chine, les économies émergentes qui montent, donc les populations du Sud, peut-être se sont résolues, en fait, au moindre, à ce qui leur apparaît comme étant le moindre mal. C'est-à-dire qu'entre pas de mitigation et le changement climatique, elles préfèrent pas de mitigation avec un petit peu de géo-ingénierie. À nouveau, ça, les raisons qui expliquent cette différence doivent être euh, explorées. Et la manière pour les explorer, c'est réellement d'impliquer ces populations dans le débat, et pas que les populations du Nord. Je, je vous redonne la parole, Xavier. Oui, bah écoutez, je pense qu'on arrive tout doucement une possibilité de conclusion. En tout cas, enfin, il y a un énorme besoin d'enseignement pour nous, hein. En fait, enfin, c'est très, ça c'est un hasard du calendrier, mais on a reçu aujourd'hui les projets de programme de l'école de l'école primaire et du collège en histoire et en géographie, et on a rien du tout sur le climat, le réchauffement, etc. Donc on est inquiet, hein, nous, voilà, bon, ça va apparaître un peu en sciences, etc., ou des parties transversales, mais voilà, donc finalement, il y a un gros défi d'enseignement sur ces questions-là, et on a besoin justement d'images comme vous l'avez présenté sur toute cette heure et demie là qui vient de s'écouler. Donc, qu'est-ce qui reste finalement alors, comme défi qu'on n'aurait pas évoqué sur les points précédents? Alors, est-ce qu'il y a Je ne vais pas tous les faire. On ouais, tiendra jamais. On tiendra ah jamais. oui. Ça, ce sera un. Je vais directement sauter à la conclusion pour 1 ou 2 minutes. Ouais. Euh, c'est c'est fascinant parce que la géo-ingénierie, bon, elle suscite des problèmes qui lui sont propres, des problèmes techniques, des problèmes de rapport à la technologie. Il y a une critique qui est très prégnante dans la géo-ingénierie, une critique qui est formulée en termes de technosolutionnisme. J'ai considéré que la géo-ingénierie, c'est du technosolutionnisme. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est de considérer que des problèmes sociaux profonds, qui sont liés à des attitudes, qui sont liés à des structures, des fois des structures de pouvoir, ou des organisations ou des institutions, pourraient être résolus par la technologie. Ok. Donc il y a vraiment une critique là qui est très prévalente de la géo-ingénierie en termes de technosolutionnisme. Mais ce que je trouve aussi, c'est que ayant travaillé, comme j'avais dit, depuis les 6 dernières années sur la géo-ingénierie, on voit que la géo-ingénierie joue aussi le rôle de révélateur photographique. Vous voyez? C'est-à-dire que euh, tous les problèmes qu'on a et qui ont handicapé les politiques du climat, qui ont handicapé les politiques du climat pendant des décennies, on les voit à l'œuvre dans la géo-ingénierie, ils sont exacerbés. Problème de déficit de coopération internationale. Par exemple, pour se mettre d'accord sur des règles éthiques sur la recherche en géo-ingénierie, ou comment on alloue les fonds, ou si on fait de la recherche ou pas, est-ce qu'on a un moratoire ou pas, sur quelle technologie. Ça, ce sont les discussions, et on ne voit pas se profiler de solutions négociées internationales. Les inégalités socio-économiques aussi. Parce que très certainement, ceux qui vont être victimes de certains travers de la géo-ingénierie, on peut imaginer que ce sont les mêmes personnes qui commencent à être victimes, en fait, euh, du changement climatique. Pas seulement, il va y avoir des situations où ça va offrir une certaine protection, mais très souvent, les mêmes groupes vont souffrir d'inégalités, ce qu'on appelle l'empilement d'inégalités, compound injustice, l'empilement de l'injustice en anglais. C'est-à-dire que vous allez avoir des populations qui vont se retrouver dans des situations encore plus vulnérables du fait de la géo-ingénierie. Donc, vous commencez à avoir des exclusions de groupes et de régions de la gouvernance. Et le problème, c'est comme pour le changement climatique, la relative invisibilité des générations futures. Parce que, souvenez-vous du schéma avec les courbes de différentes couleurs. N'importe quel, dans ces scénarios tels qu'ils sont discutés par les scientifiques, etc., l'horizon temporel de déploiement, c'est plusieurs siècles. C'est-à-dire qu'on on engage plusieurs générations, des dizaines, pas des dizaines, mais on engage une dizaine de générations en avance, des générations qui n'ont eu aucune part à l'Anthropocène, au réchauffement climatique, et on va lâcher sur leur bureau, devoir maintenir des centrales, par exemple, bioénergie avec capture de CO2,
ou alors des centrales de capture directe dans l'atmosphère, ou alors, encore pire, des miroirs dans l'espace et l'injection d'aérosols dans la stratosphère. Et ils ne pourront pas en sortir parce que sinon, ils pourraient se retrouver face à un climat beaucoup plus hostile que ce dont ils feront l'expérience. Et de manière générale, pour finir de manière plus... C'est une question qu'on a déjà notée et que vous avez notée, Xavier, c'est que on voit que la géoingénierie s'introduit dans les politiques du climat. Je ne suis pas le seul à le dire, d'autres le disent, que ce soit dans le monde francophone ou anglophone, mais sans réel débat. Ni celui de campagne d'information. On n'informe pas les gens. Donc, on prend vraiment le risque d'avoir une situation en 15 ans où il y a une grande entreprise ou un État qui décide, par exemple, d'injecter des aérosols dans la stratosphère. Et à ce moment-là, les populations découvriront ce que c'est et découvriront qu'il y a eu ou pas des projets de recherche qui permettent au moins de projeter quels pourraient être les impacts possibles. Donc il y a réellement et là, ce que j'appelle en fait une dépossession démocratique. On dépossède des populations de la possibilité d'être tout au moins informées et si on veut faire proprement les choses, de les impliquer dans la prise de décision, qu'elles participent à la prise de décision, qu'elles puissent voir s'opposer à des projets de recherche. Et le contrebalancement, c'est aussi, il ne faut pas oublier qu'on est dans une situation de profonde défiance, manque de confiance à l'égard des institutions et des experts, notamment scientifiques. On n'a pas abordé la situation législative aux États-Unis, mais il y a en fait tout un débat une vague anti-géoingénierie solaire qui se combine en fait avec les camps pro-MAGA conspirationnistes pour faire passer au niveau des États des législations anti-géoingénierie solaire. Donc il y a une combinaison qui est un peu étrange. Et ça, c'est le résultat de quoi? C'est le résultat aussi de l'absence relative des scientifiques du climat du débat public. C'est-à-dire que pour marcher, il faut deux jambes. Pour ces débats publics, on a besoin que les citoyens leur opinion soit prise au sérieux. On a besoin qu'ils soient impliqués dans les débats et qu'ils participent. On a également besoin que d'autres personnes que moi, donc d'autres personnes qui ne sont pas des spécialistes en sciences sociales et humaines, mais des spécialistes en sciences du climat, en ingénierie du climat, prennent aussi la parole pour expliquer ces technologies beaucoup mieux que ce qu'on pourrait le faire. On aura toujours besoin des spécialistes en sciences sociales et sciences humaines pour un peu, si vous voulez, soulever les questions d'ordre social, d'éthique, de gouvernance, de démocratie, de justice. On va avoir besoin de ça, mais on a besoin aussi de l'autre discours qui n'est pas présent. Et donc, au final, la question, c'est, en fait, et c'est la vue des gouvernements, c'est-à-dire qu'on a la géo-ingénierie, j'essaie d'ouvrir la boîte noire et de montrer qu'il y avait des dizaines de méthodes et que, notamment dans les deux livres, dans le que sais-je, que chaque méthode avait ses risques et ses promesses particulières. Mais d'un point de vue des gouvernements et des populations, à l'heure actuelle, la géo-ingénierie est toujours une boîte noire et qui est potentiellement une boîte de Pandore. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui va se passer si on l'ouvre. Et l'ouvrir, c'est quoi? C'est accepter des projets de recherche, c'est accepter d'en parler. Et donc, il y a des craintes énormes d'amener le débat, ne serait-ce que de le lancer. Pourquoi? Parce qu'on a peur, avec des raisons qui sont plus ou moins valables, mais que je comprends, on a peur de justifier en fait le principe même d'altération du climat en lançant un débat. C'est donc ce qui explique qu'on soit un peu dans une situation d'impasse. Et sur la nécessité d'un débat de société sur la géoingénierie, cet article dans The Conversation qui a été publié en début d'année, si vous voulez le lire. Voilà. Bien, bah, écoutez, merci beaucoup vraiment de la richesse voilà, et de la biblio qui vient s'ajouter. La richesse, la clarté, la conviction, et c'est vrai que les dilemmes auxquels vous êtes confrontés, qui amènent à des insomnies, c'est vrai qu'on peut les avoir aussi parce que c'est franchement des questions de fond et qu'on voilà, on prépare des fois des choses sur le climat et finalement, moi, ça m'est arrivé de préparer des choses et de me dire, mais finalement, est-ce que je le fais en classe quand même ou est-ce que Mhm. finalement, il vaut mieux les protéger? Mais non, on peut pas, on a une mission, Mhm. etc. Donc, voilà, et merci d'avoir joué aussi voilà, la carte du mandat, on va dire, visuel avec vraiment tous ces graphiques et ces éléments colorés qui nous renseignent bien. Donc c'est vraiment voilà, c'est ce qu'on aime bien dans ces rendez-vous, c'est que ça complète tout à fait bien la recension qui n'est qu'une lecture, hein. Et là,
C'est vraiment très, 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 très riche. Alors, on n'est pas très nombreux. On a la possibilité de vous donner au public la parole directement. Vous pouvez activer les micros si vous voulez, hein, au niveau des Je vois participants. qu'il y a une question de Fabrice qui Oui. disait quels États sont le plus avancés dans la géo-ingénierie, qu'en pensent les États-Unis. Euh, et où en sommes-nous pour le gouvernement français? Il y a des chercheurs en géo-ingénierie en France, euh, Boucher par exemple. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a qui travaillent sur la géo-ingénierie. Euh, Regardez, quand vous aurez la possibilité, on va diffuser ces diapositives. Xavier le fera. Alors, je ne sais pas si vous pouvez les mettre aussi sur YouTube, mais tout au moins, vous verrez qu'il y a des annexes. Et là, par exemple, vous avez les projets de recherche. Et ce qui est très intéressant, c'est donc SRM 360 a fait la première étude du financement de la recherche en géo-ingénierie solaire pour montrer quelles étaient les principales euh, quelles étaient les principales sources. On voit que c'est gouvernement et sources philanthropiques qui se partagent le gâteau, commercial, c'est moins. Et puis vous voyez les principaux sources de financement, le gouvernement anglais, alors vous avez quelques sources gouvernementales, mais vous avez aussi des fondations philanthropiques qui peuvent servir de devanture à d'autres intérêts privés. Et je vous conseille d'aller sur le tracker que j'ai mis là, ils ont un outil de suivi des financements où vous pouvez cliquer et vous voyez, ils ont récapitulé toutes les sources de financement. Est-ce qu'elles financent? Qui finance? Quelles sont les organisations? Qui sont derrière les organisations? On apprend qu'il y a des anciennes Facebook qui financent. Par exemple, la géo-ingénierie solaire. Alors, je pense, si je me souviens bien, ça pourrait être AWZ Ventures, si je me souviens bien, peut-être je me trompe. Euh, mais et vous pouvez classer par pays, etc. La France est quasiment absente. Je crois qu'elle finance quasiment rien, voire rien du tout pour ce qui est de la géo-ingénierie solaire. Maintenant, pour ce qui est de l'extraction du CO2, il y a des financements, ça part dans tous les sens, privé, public et tout. C'est beaucoup plus dynamique que la géo-ingénierie solaire, notamment parce que le principe de la capture est inclus dans les scénarios, comme je vous l'ai dit, et ça a été accepté par la Commission européenne. Donc, il y a des standards qui vont être, si ce n'est pas déjà le cas, qui vont être publiés. Vous avez un certain nombre d'entreprises qui s'y mettent. Il y a des investissements qui sont massifs dans le secteur. C'est pas forcément une bonne chose, parce que ça part un peu dans toutes les directions. Mais là, de ce point de vue-là, la France pourrait être, est plus présente. Dans quelle mesure, je suis incapable de vous le dire. Il faut aller voir les sources premières. Voilà. Il y avait une autre question. Ok, non. Ouais. Une réaction là de quelqu'un qui trouve que ce sera intéressant sur une Voilà. spécialité en terminale. Et à nouveau, je vous enjoins, si jamais vous avez les PDF, regardez. Là, par exemple, vous avez la même source, l'état des lieux de la semaine dernière des propositions de loi aux États-Unis par État. Vous avez déjà trois États qui ont banni l'ingénierie solaire. C'est la Louisiane, la Floride et le Tennessee. Euh, la vague est passée, c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal d'États, les États en pourpre, où ça a échoué. Elle a été retoquée, les propositions de loi ont été retoquées. Et aussi, si vous voulez suivre un peu les débats, comme ARIA, l'agence de financement anglaise, a financé des projets de géo-ingénierie solaire à hauteur de 52 millions d'euros, et la décision c'était il y a un mois et demi, vous avez un débat qui commence en fait à monter au Royaume-Uni, avec notamment une séance qui a été diffusée, je crois, la semaine dernière, de questions-réponses au Parlement, ou en commission. C'était en commission, il me semble. Vous pouvez regarder ça. Ah, des cursus universitaires sur la ingénierie, est-ce qu'on a ça? Alors, cursus, ça dépend. Alors, je peux parler que en sciences de la Terre, physique, etc., j'imagine, parce qu'il y a des chercheurs qui ont il y a des doctorats de thèse qui sont soutenus. Je n'ai pas fait le détail, mais en sciences sociales et humaines, il y a des programmes. Par exemple, à Sciences Po Lille, je donne un cours de maîtrise sur la géo-ingénierie, un séminaire de maîtrise. Voilà. Je ne suis pas le seul à le faire, mais faudrait que je regarde dans les détails. La dernière fois que j'avais regardé, c'était il y a quand même un ou deux ans. J'ai pas regardé depuis, mais il doit y avoir en sciences humaines et sociales des programmes. Ouais, voilà.
On a ce qu'on appelle, nous, les questions socialement vives. Hein, Mhm. dont la géo-ingénierie peut être un exemple, mais c'est vrai qu'il n'y a pas légion non plus de formation là-dessus. En tout cas, nous, sur les formations continues qu'on a dans l'enseignement primaire et secondaire, c'est pas du tout des points, malheureusement, qui sont abordés. Est-ce que euh, il y a d'autres questions? Vous pouvez aussi ouvrir votre micro. Je sais qu'on a dépassé le temps imparti, mais il n'y a pas de problème. Je peux rester 5 minutes de plus si il y a des questions. Ah, il y a une question qui vient d'arriver. Avez-vous des exemples d'idées farfelues en géo-ingénierie? Farfelues Euh, entre guillemets. des idées farfelues en géo-ingénierie. Oui, il y en a. Alors, des idées farfelues. En général, les idées farfelues qui sont trop farfelues, elles ont tendance à pas rester très longtemps. Euh, mais il y a. Oui, il y avait des idées de mettre des billes, soit de silicate ou des billes flottantes, alors des billes de silicate sur les glaciers, des billes flottantes ou de plastique sur l'océan pour augmenter la réflectivité, ce qui est une aberration horrible. Ça a été abandonné, il n'y a plus personne qui fait de recherche là-dessus, mais pourquoi? Parce que ça substitue un problème pour un autre. C'est-à-dire qu'en plus de pas vraiment s'adresser à la source du changement climatique, on en vient à favoriser la pollution par le plastique quand ces billes se détériorent. Donc il y a eu des propositions, je n'en ai pas d'autres qui me viennent comme ça à l'esprit, mais le problème aussi, la géo-ingénierie, notamment solaire, a mauvaise presse parce qu'elle est liée à des groupes de recherche aux États-Unis, notamment un laboratoire, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Livermore, qui était lié dans la recherche nucléaire, et notamment avec le projet Chariot, qui voulait faire de l'ingénierie nucléaire, c'est-à-dire utiliser la bombe atomique, par exemple, pour creuser des ports en eau profonde en Alaska. Alors, ça a été rapidement abandonné, et comme certains des chercheurs là-bas se sont réorientés assez rapidement, il y a 30 ans, vers la géo-ingénierie, notamment solaire, il y a eu un phénomène d'identification entre ces deux groupes. Mais voilà. Quelque chose d'autre? Oui, Alors, ça a par l'air. rapport au PDF, on pourra vous l'envoyer par mail. Et il y aura également le replay de l'enregistrement qui sera envoyé en fin de semaine, je pense. OK. Euh, Là, je suis en train de chercher qui de Facebook financer, mais la géo-ingénierie solaire. Mais si vous n'avez pas d'autres questions, on peut peut-être clore l'événement parce qu'on est déjà bien 20 minutes au-delà de. Euh, C'est parfait pour nous. Hein. Bon, ben, à nouveau, un grand merci hein, pour cette intervention. C'est très complet, oui. bah, Et merci à vous pour accessible. Merci à vous pour l'invitation. C'était très stimulant en fait d'être avec vous ce soir. Et je pense que c'est quelque chose qui est assez important d'avoir ce type de conversation, bien qu'en général elle peine à attirer les foules et c'est peut-être un problème de fond. Je ne sais pas si on va le régler, mais en tout cas merci beaucoup pour votre invitation à la Cliotech. Euh, Maud, Xavier, merci pour Merci à votre vous et chronique. Merci à on vous. continue Et à suivre merci vos aux travaux. auditeurs, aux participants. Bonne Merci beaucoup. continuation. Au revoir. Au Merci, au revoir. revoir.